Cette semaine, sur le podcast, j'ai reçu Mélissa Larivière, qui est nutritionniste et co-autrice du livre « Fini le stress à table ». Et le sujet du livre porte sur comment nourrir son enfant de 2 à 6 ans dans le plaisir et la bienveillance. Puis, je trouvais ça cool de recevoir Mélissa sur le podcast aujourd'hui parce que lorsqu'on est parent, on est occupé puis on veut avoir une meilleure santé parce qu'on s'entraîne puis on fait du sport, bien évidemment qu'on veut optimiser son alimentation. Puis qui dit optimiser son alimentation, ben on veut manger plus de protéines, plus de fruits et légumes, faire attention aux aliments transformés. Puis évidemment, les enfants à la maison sont impactés par ça parce que c'est pas eux qui cuisinent. Puis on veut qu'ils mangent des bonnes choses, mais à un moment donné, ça cause un stress pour beaucoup de parents parce qu'on veut que nos enfants mangent bien. Mais l'affaire, c'est que des fois, ben, nos enfants, ils n'ont pas le goût de manger des protéines, puis là, ils arrivent de la garderie ou de l'école, puis ils n'ont pas faim. Puis après ça, il y a le rush du souper, puis on se met une pression avec ça parce que on voit sur les réseaux sociaux, puis on est comme informé qu'il faut que notre enfant mange bien, puis ça fait vraiment une pression supplémentaire en plus de notre alimentation à nous autres qu'on veut mieux manger. Puis, à un moment donné, ben, je m'en venais au gym, puis j'ai entendu Mélissa jaser à la radio lorsque son livre est sorti, puis j'ai vraiment adoré sa façon de s'exprimer, tout ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, on a enregistré un podcast de plus d'1h40 ensemble, puis j'ai appris plein d'affaires dans l'épisode du podcast. Puis, en lisant son livre également, c'est super bien fait, c'est bien illustré, c'est très simplifié aussi. Puis pour un 34,95, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est un bel investissement autant pour les parents que pour nos enfants aussi. Fait que je suggère fortement le livre. Elle a même écrit un livre pour les 0-2 ans. Je pense que c'est les petits mangeurs intuitifs, si je me trompe pas. Bref, elle dit le titre du livre dans le podcast. Donc, on parle de ça, nutrition pour les jeunes enfants. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai adoré parler avec Mélissa, puis écoute ça, ça vaut la peine. Si t'es un parent, écoute ça, ça vaut vraiment la peine. Je le répète, mais ça vaut la peine. Fait que j'espère que tu vas apprécier le podcast de cette semaine. Je te souhaite une bonne écoute. On va starter ça là. Puis, Mélissa, ben, premièrement, merci encore de venir sur le podcast ce matin. J'aimerais ça que tu prennes le temps d'expliquer ton parcours, Mélissa, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, parce que tu as écrit un livre avec Cosette, j'ai coécrit un livre avec Cosette Gervais. Ouais, c'est ça. Qui est Fini le stress à table. Puis le titre de votre premier livre, c'est quoi déjà? Les petits mangeurs intuitifs, accompagner mon bébé de 0 à 2 ans dans sa découverte alimentaire. Bon, super. Fait puis là, ça, c'est vraiment le livre pour les 2 à 6 ans. Fait qu'on aura compris que on va parler d'alimentation pour les enfants aujourd'hui. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça prendre le temps, que tu prennes le temps, en fait, d'expliquer ton parcours, puis pourquoi tu es venu à écrire un livre avec Cosette, puis ça part de où ce projet-là, puis c'est quoi aussi ton parcours en tant que, tu sais, quelle étude tu as faite, c'est quoi ton expertise? Je pense que ça va être bien intéressant aujourd'hui de ça. Ben écoute, je commence. Merci pour l'invitation. Yes. Écoute, moi j'ai fait sciences dans le temps, ça s'appelait Sciences Nature au cégep, je pense que ça s'appelle encore comme ça. Ouais. Et je suis une fière diplômée de l'Université Laval. Moi j'habite et je viens de la Rive-Sud de Montréal. Je suis à Chambly présentement, mais j'ai été faire mes études universitaires à Québec. J'ai gradué en décembre 2007. Donc, ça fait déjà plus de 15 ans, là, bientôt presque 20, que je pratique comme nutritionniste. Quand je suis sortie, en fait, de l'université, la nutrition pédiatrique m'a toujours intéressée. Par contre, à l'université, on n'est pas formé. On est formé. On a un cours de 3 heures là, sur notre 4 ans de bac. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel il aurait fallu que je fasse des stages pour que je continue là vraiment à ce niveau-là. À ce moment-là, moi, j'étais plus avec l'adulte. J'ai commencé en travaillant dans les Nautilus Plus, là, donc dans les gyms. Je travaillais dans des cliniques médicales. J'ai travaillé aussi un petit peu à l'hôpital, à l'Institut de cardiologie à Montréal. Là, c'était des remplacements surtout, fait que je me promenais un petit peu partout. Fait qu'au début, j'ai pas mal touché à tout. J'ai pas mal toujours été
sais, avec Nautilus, on est un peu à notre compte, là, c'est nous qui gèrent nos horaires, qui fait tout ça, puis c'était vraiment un peu vers ça que moi, je voulais m'en aller comme nutritionniste, là, tu sais, on voit beaucoup de choses à l'université. On est très formés clinique, là, tu sais, les nutritionnistes, on a un bac, on a une formation maintenant, c'est rendu 4 ans, là, si je me trompe pas, à l'université, dans le temps, c'était 3 ans et demi. Mais on est très formés pour travailler dans les hôpitaux. Après ça, c'est quand on sort de l'université qu'on peut aller se former si on a des spécificités, que ce soit la nutrition sportive, la nutrition, puis même en travaillant, là, si j'ai une nutritionniste qui travaille en néphrologie, ben elle va, c'est en travaillant qu'elle va approfondir parce qu'on a une base à l'université, mais c'est pas, c'est en travaillant qu'on développe notre expertise. Fait que moi, je vous dirais que les 10 premières années de ma vie, là, c'était beaucoup de l'adulte, de la nutrition que je vais dire générale, là, les gens que ce soit pour la perte de poids, apprendre à mieux manger, cholestérol, diabète, là, les raisons générales là, que les gens vont être portés à aller consulter une nutritionniste. Puis, tout ce qui était grossesse, tout ce qui était, comme je dis, pédiatrie, restait toujours un petit peu, mais j'ai jamais fait de consultation privée en pédiatrie parce que j'avais pas du tout l'expertise de le faire puis je me serais pas sentie à l'aise de le faire. Et moi, je suis devenue maman en 2012. Fait que là, j'ai des grandes filles de 13 ans. Puis quand on devient maman, ben, veut pas, on traverse les défis de l'alimentation. Je voyais aussi qu'il y avait des préoccupations, puis je me cacherais pas non plus avec les adultes avec lesquels je travaillais. Je voyais beaucoup des adultes qui avaient des relations avec les aliments plus difficiles. Quand on jasait un petit peu avec eux, je réalisais que souvent, ça partait de l'enfance. Dès qu'ils étaient jeunes, il y avait des enjeux, que ce soit au niveau de l'image corporelle, au niveau de la relation avec les aliments qui ont été mis dans des diètes alors qu'ils étaient très, très jeunes, le contrôle de l'alimentation. Puis je voyais que rendu à l'âge adulte, on essayait de réparer ça. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas essayer de partir de la base, puis essayer de les partir sur une bonne voie pour qu'il n'y ait pas nécessairement besoin de se réparer une fois que c'est en fait plus tard là, quand ils sont rendus adultes. Fait que c'est ce qui m'a amené vers tout ce qui est pédiatrique. Fait que c'est à partir de 2018, fait que là ça fait comme un 5-6 ans que j'ai commencé tranquillement. Fait que j'ai vraiment commencé en allant me former. J'ai fait des formations continues pour aller développer vraiment toute l'expertise pour pouvoir me dire, là, je suis à l'aise, puis de voir la clientèle pédiatrique. Puis encore là, dans la clientèle pédiatrique, moi, j'ai mon expertise. Je vois pas tous les cas et toutes les raisons de consultation parce que même en pédiatrie, on a aussi chacune notre expertise. Puis c'est depuis 2020 que là, depuis la pandémie, en fait, là, la pandémie, j'ai commu je me suis dit, là, c'est fini, je fais plus d'adulte, je m'en vais juste. En fait, j'ai pris ma décision d'un petit peu tout changer juste avant, à peu près 2 semaines avant qu'on tombe en pandémie. Okay. Fait que ça m'a laissé le temps aussi avec la pandémie d'un petit peu voir qu'est-ce que je voulais faire, de développer le J'aime Love Nutrition, dans le fond, qui est mon offre de service, là, et mon entreprise, là, pour tout ce qui est service en nutrition. Puis là, depuis ce temps-là, je vois que la clientèle pédiatrique périnatale. C'est des services que j'offre en ligne, donc ça se fait à distance. On peut voir de partout, des gens de partout au Québec. Puis nous, je fais aussi partie, dans le fond, on a parlé de Cosette tantôt. Cosette est la cofondatrice des nutritionnistes en pédiatrie, qui est aussi un regroupement. En fait, on est une équipe de nutritionnistes qui offre aussi des services partout je m'en dire au Canada, mais c'est pas vrai, partout au Québec. Et on a chacune notre expertise dans l'équipe. Donc, tu sais, que ce soit pour un régime d'éviction, pour une maman qui doit faire un régime d'éviction pour des allergies alimentaires, pour de la sélectivité, petit poids, tout. On a chacune notre expertise. Fait que quand vous nous contactez, ben Marjorie, qui s'occupe de faire ça, va vous dispatcher vers la nutritionniste qui va pouvoir répondre le mieux possible à vos besoins. Fait que le gros de nos services, c'est vraiment de la consultation comme ça, assis devant notre écran, uniquement avec les parents aussi, là. Ça, c'est important de le dire. Le gros du travail qu'on fait, c'est avec les parents. On va en parler plus en détail tantôt, mais quand on parle d'alimentation de l'enfant, c'est pas l'enfant qu'on va nécessairement accompagner dans tout ça. Nous, on est là pour vous soutenir, vous, comme parents, parce que c'est vous l'expert de votre enfant. Nous, on est là pour vous faire développer votre expertise, mais c'est vous qui connaissez votre petit modèle de mangeur, puis on va essayer de vous donner des trucs pour que vous soyez capable de mieux le comprendre, votre petit mangeur, mais c'est ça qu'on veut faire. C'est pas nécessairement régler le problème ou, comme je disais, travailler avec l'enfant, parce que on va le voir tantôt, comme je disais, mais d'un point de vue développemental, les enfants, surtout en bas de 12 ans, là,
n'ont pas encore toute la maturité, que ce soit cognitive, émotionnelle, nécessaire pour faire des choix alimentaires. Fait que le parent va être là pour guider, puis après ça, il y a quand même une partie qui va rester là avec l'enfant. Puis on offre aussi, on offre des webinaires par moment. Des fois, j'offre des ateliers aussi en présentiel sur tout ce qui est de l'introduction des solides, là, la découverte alimentaire. C'est pas mal ça, en fait, là, mon travail de tous les jours. Là, c'est à mon compte avec ce type de clientèle-là. Ah, c'est hot. C'était une question que j'avais. Fait que quelqu'un qui aimerait qui aimerait avoir de vos services va contacter. Ouais, on mettra le lien dans la description. Oui, exactement. Puis nous, on va vous dispatcher à la bonne c'est 100% en ligne. Fait que ça, c'est cool. Là. Oui. Parce que moi, en tout cas, à ce que je connais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, du moins, je sais pas à quel point il y a tant de nutritionnistes qui vont se spécialiser avec les tout-petits en pédiatrie. En fait, il y en a toujours, il y en a toujours dans les CLSC. Parce que ça fait partie de l'offre de service là, au public pour le 0-17 ans. La problématique, c'est des fois l'accès à ça. Puis selon la problématique aussi, tu sais, si j'ai un enfant qui il grandit bien, il grossit bien, je veux dire, il se développe bien, mais que, bon, le parent trouve quand même ça difficile au niveau de l'alimentation, ce sera pas nécessairement dans les top priorités au niveau d'avoir accès à ça. Puis on en a, comme je dis, des nutritionnistes un petit peu partout quand on fait des recherches, mais nous, c'est le bon côté de la pandémie. Avant la pandémie, puis on l'était tous un peu plus, tout le monde était un peu frileux de la téléconsultation, puis non, je préfère venir au bureau. Puis même nous, là, des fois, on l'offrait, on vous disait, écoutez, si vous voulez, mais ça nous, tu sais, je veux dire, moi qui est à Chambly, ça me gardait quand même je suis à Chambly, il faut que vous vous déplaciez, puis c'est des parents, fait que là, maintenant, c'est vraiment exclusivement en ligne, on n'a plus aucun bureau physique, puis là, ça nous permet, là, des fois, j'ai des gens en Abitibi, j'en ai en Gaspésie, j'en ai au Saguenay, j'en ai à Québec, cool. J'en ai à côté de chez nous, mais c'est ça qui est le fun, c'est que, en fait, c'est exclusivement au Québec, là, comme nutritionniste, on fait partie d'un autre professionnel, puis on peut pas pratiquer dans les autres provinces, ni à l'extérieur du Québec, mais quand vous êtes dans le Grand Québec, dans la province, ben on peut vous voir. Puis comme je disais, tout dépendant la problématique, ben si jamais vraiment il y a personne dans l'équipe qui a l'expertise, on va même vous référer à d'autres collègues. Des fois, c'est selon la région, puis sinon, il y a d'autres groupes aussi qui offrent des services en ligne. OK. Ben, c'est bon à savoir. Puis on rappellera à la fin du podcast là, pour être sûr que tout le monde ait l'info pour faire affaire avec vous autres. Là, j'ai plein de questions parce que toute ton intro m'a fait allumer sur bien des affaires. Parce que c'est vrai que l'alimentation des tout-petits va partir des parents, puis tu touchais un bon point tantôt que réparer l'alimentation quand c'est une personne qui a des ancrages depuis qu'elle est tout jeune, puis rendue à l'âge adulte, 30-35 ans, c'est un méchant challenge. Fait que c'est tellement important à nos enfants d'éduquer les apprendre à bien manger, puis de les éduquer là-dedans. Fait que si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, avec ton expérience, Mélissa, tu trouves-tu que, puis peut-être que tu n'as pas de réponse à ça, tu sens-tu que les enfants, ou tu as peut-être des stats par rapport à ça, qui mangent moins bien que les enfants, ça a-tu changé tant que ça, l'alimentation des enfants versus les années, mettons, 80... Non, ben, je dis nous, là, je sais pas quel âge que toi. Ben, moi, j'ai 32. Ouais, moi, j'ai 42, c'est ça. On a un petit... parce que tu sais, l'affaire, c'est un phénomène qui arrive avec les adultes, puis I guess que c'est sûr que ça va impacter les enfants, c'est que moi, ce que je remarque en clinique, c'est qu'on est de plus en plus pressé, on mange de plus en plus vite, de plus en plus transformé, take-out, tout ce qui est capable d'être mangé rapidement, puis le matin, ça va vite avec les kids. Souvent, on n'a pas le temps de manger, on skip le déjeuner, tout ça. Sens-tu que les enfants sont... probablement, en fait, là, qui sont impactés par tout ça, ce phénomène que ça va très vite, qu'on n'a pas le temps, faut que c'est toujours à la course, ou pas tant. Ben, j'ai envie de dire, puis là, c'est sûr que, tu sais, il faut quand même que je sois très franche là-dessus. En étant en pratique privée, la clientèle que je vois a déjà une préoccupation puis un désir de bien faire pour ses enfants. Oui. Fait que ce côté-là c'est sûr qu'on le voit, là, la vie familiale, puis oui, c'est vrai, ça va vite.
Mais moi, dans mon expérience, puis là, j'ai pas de statistiques, mais la plupart du temps, là, l'aspect nutritionnel des gens, comme je disais, là, puis tu sais, comme je reviens, mais tu sais, des gens qui sont privilégiés, qui ont les moyens de se payer une consultation au privé, c'est des gens qui habituellement ont pas nécessairement d'enjeux économiques non plus pour avoir accès à des aliments de qualité. Ça va arriver, là, mais reste que dans mes consultations, dans mon travail, la plupart du temps, les parents, comme je disais, sont déjà... Puis je pense que j'ai envie de dire que moi, ce que je vois, là, c'est pas tant que le monde va trop vite. Puis c'est vrai, là, la vie va vite, puis on cherche des raccourcis. Mais moi, ce que je vois au niveau de l'alimentation des enfants, c'est qu'il y a une surabondance d'informations. Oui. Je pense qu'il y a trop d'informations, justement. Puis là, les parents, on est un parent, on veut le meilleur pour notre enfant, on veut ce qu'il y a de mieux, je veux qu'il mange bien, c'est important, son alimentation. Fait que des fois, le parent, tu sais, il va voir l'alimentation de son enfant comme pas nécessairement la même, ben pas que la même chose, mais séparée de son alimentation. Mais là, tu l'as dit, les comportements alimentaires, les habitudes alimentaires de votre enfant, que vous-même vous avez, c'est sûr qu'éventuellement, ça va influencer aussi celles que votre enfant va développer. Si, en effet, je déjeune jamais, je prends jamais le temps de m'asseoir pour manger, ben après ça, c'est sûr que ça se peut que mon enfant non plus, il a pas appris à s'asseoir pour manger, puis à prendre le temps non plus de manger. Puis c'est pas parce qu'on ne lui a pas dit, mais c'est juste parce que nous-mêmes, on le fait pas. Fait que à ce moment-là, c'est pas une question de se dire « Oh mon Dieu, mais là, il va falloir que... » Oui, si je veux m'asseoir, puis tu sais, c'est correct si je veux changer ça, mais après ça, il faut ajuster nos attentes. Parce que ce qu'on va dire à l'enfant, compte oui et non, mais c'est beaucoup ce qu'on fait, tu sais, oui, le rôle de modèle qu'on peut avoir. Puis c'est pour ça qu'au niveau de l'alimentation, tu sais, tu le disais, bon, réparer quand on est plus vieux, c'est une chose, c'est pas impossible. Tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui vont retravailler puis qui vont être capables de développer quand on se fait accompagner. Il y a plein de nutritionnistes maintenant là, qui travaillent beaucoup sur cet aspect-là. C'est tout à fait possible. Mais nous, au travers de l'alimentation, souvent au travers des raisons de consultation, quand le parent vient consulter, ben par la bande, il va falloir que le parent, il voit un petit peu, il revoit peut-être certaines de ses habitudes, certains de ses discours par rapport aux aliments. Fait que des fois, c'est comme si c'est pas nécessairement dirigé vers le parent, mais veut pas, il va falloir que le parent s'implique quand même dans le processus, puis peut-être que lui-même, tu vois, je voyais pas ça comme ça, je pensais pas ça comme ça, puis je pensais que pour mon enfant, c'était ça. Mais au final, bien que les enfants ne sont pas des adultes miniatures, ils vont apprendre dans l'environnement dans lequel ils graffitent. Fait que si oui, tout va toujours vite, qu'on prend pas le temps de manger, puis là, je veux pas culpabiliser aucun parent parce que des fois, j'ai pas le temps. Fait que, mais encore là, c'est de venir voir comment je peux ajuster cet environnement-là pour qu'au travers de tout ça, quand même, mon enfant puisse se nourrir, parce qu'ultimement, c'est ça, là. Je veux qu'il soit capable de se nourrir, de répondre à ses besoins, puis au travers, comme je disais, des occasions qu'on va lui fournir pendant une journée, pendant des mois, pendant toute son enfance et son adolescence, il va développer ses propres préférences, ses propres habitudes alimentaires. Mais ma job de parent, c'est de l'accompagner là-dedans. Puis veut pas, il va falloir peut-être que je vienne revoir moi-même certaines de mes habitudes. Puis des fois, c'est l'enfant qui va motiver le changement pour le parent. Là, c'est là que des fois, le parent va réaliser, moi, j'aime, tu sais, je veux dire, je suis pas bien avec les habitudes que j'ai aujourd'hui ou j'ai grandi dans un milieu comme ça, puis je veux pas que mon enfant grandisse dans ce milieu-là. Donc, il souhaite être accompagné. Fait comme je disais, par la bande, ça influence aussi l'alimentation du parent, les conseils qu'on va donner, puis juste réapprendre aux parents comment un enfant apprend à se nourrir, apprend à développer ses préférences, à découvrir les aliments. Ben ça permet aussi de réajuster nos attentes, de mieux comprendre peut-être certaines réactions, certains défis qu'on va traverser, puis ben à ce moment-là, on peut adapter notre approche aussi avec notre enfant pour que tout le monde soit bien dans tout ça, puis que l'alimentation au final devienne pas une tâche de plus dans ma journée de parent, que c'est important, il faut que je fasse rentrer des fruits et des légumes, tu sais qu'on revienne à ce moment-là de connexion, qu'on prend le temps aussi d'être ensemble, puis que c'est pas juste les aliments là qui vont être importants dans notre comment on apprend à nourrir nos enfants. Ben, écoute, tout ce que tu dis, je trouve ça fou, là, parce que moi, j'ai une phrase que j'aime bien, c'est monkey see, monkey do, tu sais, nos enfants nous imitent. C'est fou, puis j'avais une conversation avec une couple de mamans, une couple de semaines de ça, puis le point, c'était comme mes enfants ont pas faim le matin, ils aiment pas ça déjeuner le matin, puis moi, je posais une question, ben toi, tu prends-tu le temps de déjeuner le matin ou ben
t'es comme ben des parents, puis là, on veut pas tomber dans la culpabilité, tout Oui, ça, mais oui. c'est une réalité, mais c'est comme, ben là, faut que je prépare les lunchs, faut que je les habille, je suis en train de me coiffer, je prends une gorgée de café, je mange 2 toasts à la kiss, puis après ça, je demande à mes enfants, assisez-vous, table, mangez, mais c'est sûr que le message passe pas parce que les autres, ils voient leur mère ou leur père, ou peu importe, pas faire ça, fait que ça devient dur ça devient dur pour eux autres de dire, ben, pourquoi je le ferais quand toi tu le fais pas? Puis elle a commencé à déjeuner avec eux en l'espace de quelques jours, là. Je dis, garde, ton défi pour les 2 prochaines semaines, c'est que tu lèves-toi plus tôt, organise ça autrement, prépare les lunchs la veille, je sais pas, mais ton défi, c'est prendre 15-20 minutes puis déjeuner en même temps qu'eux autres. Peu importe c'est quoi que c'est à table, je veux que tu t'assis, tu déjeunes. Elle a vu une différence, ben, en fait, quelques mamans, là, ils ont vu une différence de même. C'est comme, ils capotaient à quel point que ça a changé en même temps, rapidement. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que là, ce que le parent a amené à table, c'est de la connexion. Ben oui. Oui, c'est vrai, elle s'est assise, puis tu sais, c'est pas juste je montre l'exemple. C'est aussi que en prenant le temps de m'asseoir, puis de manger, j'offre aussi un moment de connexion avec mon enfant. Donc là, je lui offre un environnement qui va être plus propice et plus favorable pour qu'il soit capable de se nourrir. Mais en même temps, on a certains enfants le matin, là, parce qu'en effet, la vie va vite. L'appétit est pas là. L'appétit est pas réveillé, là. Tu sais, nous, là, vite, faut que je sois au bureau, on part à 7h de la maison. L'enfant, tu sais, à 7h10, il va être à la garderie. Ouais, c'est ça sûr. se peut que dans le délai où tout ça se passe, l'enfant, comme je disais, l'appétit sera pas, la faim sera pas encore réveillée. Là, après ça, faut venir voir, comme je disais, je le forcerai pas à manger. Je vais lui offrir une occasion avant qu'il parte. Ça va être super important parce que, bon, si jamais ça donne qu'un matin, il a plus faim, il pourra répondre à ça. Mais après ça, c'est de venir voir. Après ça, dans le reste de sa journée, est-ce qu'à la garderie, s'il arrive très tôt, est-ce qu'il y a beaucoup de garderies qui le font, qui va offrir des déjeuners à la garderie, il y a des collations, donc l'enfant va pouvoir se rattraper même s'il mange moins le matin. Mais oui, puis là, l'exemple du matin, moi, je trouve ça super intéressant comme je dis que tu leur as donné ça. Tu sais, prenez juste le temps de vous asseoir. Puis des fois, là, si, exemple, le parent dit « mais moi, j'ai pas faim non plus. » Tu sais, je m'assois avec mes enfants, mais je mange ma toast. Puis tu sais, je veux dire, juste pour dire que tu sais, j'ai pas le cœur qui lève avant d'avaler chaque bouchée. Ça se peut que le parent, à ce moment-là non plus, pour lui, c'est peut-être pas, mais comme je dis, d'avoir un petit moment de connexion. Puis des fois, c'est juste ça, je m'assois avec eux, en effet, un petit 5-10 minutes, puis pour voir est-ce qu'il y a des petites bouchées qui rentrent, est-ce que, tu sais, pour leur permettre ça, mais de pas non plus se forcer, comme je disais, dans le sens que si le parent n'a pas faim, je peux offrir de la connexion à l'enfant, même si je mange pas nécessairement. Mais des fois, comme je disais, parce que on se dit, ben mon objectif, j'aimerais ça que mon enfant il mange avant de partir. Ben moi, je le fais tout, hein. C'est vrai que moi, je le fais pas. Est-ce que j'aurais besoin de le faire? Peut-être que oui, parce que c'est vrai que souvent, j'oublie de déjeuner après ça, puis je me ramasse sur l'heure du dîner. Puis là, j'ai très, très faim. Fait qu'au travers d'un objectif qui va être bon pour toute la famille, je vais l'essayer. Après ça, ce qui est important pour la maman, c'est d'être poussée à l'écoute de ses besoins à elle. Puis comme je disais, si jamais elle réalise qu'écoute, tu sais, oui, je m'assois avec eux, mais j'ai vraiment de la difficulté parce que moi non plus, ma faim est pas encore réveillée à ce moment-là, ou c'est pas réaliste, comme je disais, de me lever plus tôt parce que là, sinon, tu sais, il y a plein de choses comme ça qu'il faut que le parent je l'essaie, je vois ce que ça fonctionne bien. Puis des fois, ça va être wow, tu sais, maintenant, puis je l'ai fait pour moi, puis en même temps, je le fais pour mes enfants. Mais la job du parent, c'est d'offrir l'occasion, si possible, d'avoir, pas si possible, mais d'avoir cette connexion-là avec l'enfant, là, c'est-à-dire qu'on discute avec lui, puis il sent qu'on est là. Puis tu sais que s'il me parle, je suis là pour répondre justement à lui. Ça, c'est un environnement propice pour que si l'enfant a besoin de se nourrir à ce moment-là, ben il va pouvoir accéder au message que son corps y envoie, puis il va être capable de se nourrir selon ses besoins. Des fois, ça serait juste de prendre le café. Tu sais, t'es comme... Oui, c'est ça, 5 exactement. minutes, là, puis un conseil que je donne aux parents. Tu sais, des fois, on prépare les boîtes à lunch, mais les enfants sont assis à l'îlot avec nous, puis je discute avec eux, puis tu sais, dans le fond, il y a ça aussi, la connexion, c'est pas obligé, je m'assois puis je mange. Oui, ça peut être, je me suis assis, moi, je prends mon café, je préfère manger mes toasts quand ils sont à la garderie. Parce que moi, manger mes toasts quand mes enfants sont là, puis je parle pas de moi nécessairement, mais ça se peut qu'un parent se dise, moi, manger mon déjeuner pendant que là, je gère oh mon Dieu, ça, c'est tombé à terre, puis là, faut que j'aille chercher le verre de lait.
moi, là, ça répond pas à mon besoin parce qu'à ce moment-là, moi, je suis pas connectée avec moi non plus. Puis je mange, mais tu sais, je veux dire, je suis pas capable de savourer, j'aurai pas de satisfaction, mon sentiment de rassasiement. Fait que pour certains, comme je disais, ils vont pas être assez régulés parce qu'ils vont gérer leur enfant. Mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir de la connexion, même si les aliments sont pas en même temps. Prendre le café, je prépare les lunchs en avant d'eux, je suis là, je discute avec eux. Tu sais, puis il y a certains enfants, des fois, pour bien manger, ils vont avoir besoin d'être dans leur petit monde, puis ils veulent être... Tu sais, fait que c'est ça, comme je disais, que le parent, c'est d'essayer de voir c'est quoi le modèle que j'ai devant moi, puis est-ce que lui a besoin de plus de connexion, de moins de connexion, puis ça se peut que le matin, il en a besoin de moins, puis le soir, il en a besoin de plus. Ouais. Fait que c'est tout ça, puis cette expertise-là, elle va se développer au fil des années avec nos enfants, là, parce que ça sort pas de même, puis je suis pas l'expert de mon enfant, mais par les expériences, par son tempérament, on finit par un petit peu... décodé, là, on a des petites antennes puis on le sait, mais avec lui, tu sais, je réalise que si je prends le temps, je m'assois, c'est plus facile pour lui, puis comme je dis, il y en a un autre que là, non, si je vais m'asseoir avec, il est comme, tu sais, puis là, je vois qu'au contraire, il mange encore moins parce que là, il faut qu'il me jase, puis que, fait que c'est tout ça, comme je disais, il n'y a pas une formule qui va être parfaite pour tout le monde, c'est de trouver la formule qui fonctionne pour nous, mais c'est important que le parent ne s'oublie pas là-dedans non plus, puis qu'il soit aussi à l'écoute, parce que oui, ça peut être bon pour mon enfant, mais si au final, moi, dans ma façon de m'alimenter, ça répond pas à mes besoins, ce sera pas nécessairement mieux non plus là, pour ma propre relation puis mes propres habitudes. Exact. Là, on parle du déjeuner, mais ça peut s'appliquer à même le dîner, ben écoute. Des fois, c'est souper. Le souper, surtout, là. Le souper, l'enfant qui reste pas assis, là, le nombre de fois, ouais, mais mon enfant, il se lève tout le temps, puis là, c'est une des premières questions. Ouais. Vous, pendant le souper, là, ça a l'air de quoi? Tu sais, est-ce que vous vous levez, justement, il y a plus de lait, c'est vrai, j'ai oublié d'apporter ça, j'avais pas les ustensiles, il m'a demandé ça. Puis on est toujours en train de se lever. Puis encore une fois, ici, là, puis j'ai des parents, des fois, qui vont dire, ben là, moi, là, le seul moment que je peux préparer les lunchs pour demain, c'est quand ils sont assis en train de manger. Parce que là, justement, ils sont assis, je les ai devant moi, je peux pas être assis, c'est correct. Tu sais, encore une fois, le but, c'est pas de culpabiliser le parent puis de dire, faut que vous soyez toujours assis avec vos enfants. La connexion, elle peut se faire si je suis dans la cuisine. C'est quand même possible juste de dire, je garde le contact, je garde cette connexion-là active, là, pour, mais si c'est mon seul moment, comme je dis, peut-être que ça va être plus pertinent que, oui, je fais quand même les lunchs, puis des fois, je vais me dire, je me garde un petit 5-10 minutes au début pour m'installer avec eux, mais après ça, je me lève. Trouver la formule, mais de pas, encore une fois, de se mettre dans il faut absolument que je sois assis puis que je mange avec mes enfants. Est-ce que ça répond à votre besoin à vous? Puis est-ce que c'est réaliste dans votre réalité familiale, particulièrement avec les jeunes enfants? Parce que des fois, les jeunes enfants, justement, quand ils sont à la table, ben c'est comme un moment où là, j'ai pas besoin de les surveiller partout. Tu sais, fait que là, moi, je peux faire quelque chose. Puis là, ça se peut que c'est là que je plie ma brassée. Puis que, fait que tu sais, on veut pas culpabiliser le parent en se disant, ben là, Colin, là, je viens de perdre mon temps de repas. Quand ils sont petits, des fois, c'est un moment, comme je dis, où là, il est dans sa chaise, je le sais qu'il bougera pas de là, mais rien n'empêche que même si je suis pas nécessairement assis avec eux, je vais essayer de le faire, mais quand je peux. Mais la connexion, elle, est quand même toujours possible avec l'enfant. Puis juste pour ramener les attentes aussi, là, quand on parle des bienfaits des repas en famille, parce que ça, on entend souvent parler de l'importance de manger en famille, c'est bon pour le développement social, c'est bon, les enfants mangent plus de fruits et de légumes, vont avoir des meilleures notes à l'école, vont avoir... Les statistiques là-dessus, on en a tout plein, OK? C'est vrai que c'est bon, les repas en famille, au-delà de ce que vous servez. Même si vous êtes en train de manger un repas qui a pas de légumes ou que... C'est le repas en famille qui amène, puis on a plein d'études qui le démontrent. Les études qui nous démontrent aussi, là, c'est que c'est à partir de 3 repas par semaine que ces bienfaits-là sont remarqués. On mange 21 fois avec nos enfants si je calcule pas les collations. Donc, c'est là que je dis aux parents, ajustez vos attentes. C'est pas obligé que tous vos repas soient pris avec vos enfants. Si c'est possible pour vous, puis comme je dis, là, que vous voyez que c'est le fun pour vous, vous êtes capable vous-même d'en profiter puis que votre enfant, tant mieux. Mais mettez-vous pas la pression qu'il faut toujours que je sois assis avec eux en train de manger. Sinon, c'est de ma faute s'il y a des défis alimentaires. C'est pas ça. C'est jamais la faute du parent, premièrement. Mais deuxièmement, de se rappeler que c'est à partir de 3. Fait qu'on peut réajuster nos repas. Puis des fois, c'est la fin de semaine qu'on est capable d'être plus là, d'être plus connecté, puis comme je dis, d'avoir ce temps-là pour profiter. La semaine, ça va un petit peu plus vite, mais je rappelle, c'est possible d'avoir un petit moment de connexion quand même à ces occasions-là où je sais que l'enfant est à cet endroit-là. Je peux essayer d'avoir des activités de connexion avec lui quand même. Ben c'est bon ça, parce que ça enlève une certaine pression.
Parce que, Oui. tu sais, tantôt, en début de podcast, on parlait de pression, puis avec les réseaux sociaux, puis avec toute la documentation qui est disponible, ben souvent, on va comme se sentir... on a une certaine pression, il faut qu'absolument que mes enfants mangent leurs protéines, leurs Ouais. légumes, puis tel parent fait ci, tel parent fait ça. Après ça, si on rentre dans le 0-2 ans, la DME devrait être Ouais. respectée selon telle Ouais. procédure, pas procédure, mais Tel dans le critère, là. timeline, tel critère et tout Ouais. ça. Fait que Ouais. vient que, puis en plus de ça, ben les gens qui écoutent, eux autres, ben ils devraient calculer leurs protéines, ils devraient faire attention aux aliments transformés quand on est parent, puis on veut se mettre en bonne forme, tu sais, qu'on va avoir une bonne santé. Fait qu'à un moment donné, il y a c'est challengeant, si bon, Ouais. quand on est parent, qu'on veut bien manger, qu'on veut que nos enfants mangent bien, versus comme une personne de 20 ans qui n'a pas d'enfant, qui a juste elle à gérer. J'enlève rien à cette tranche d'âge-là, Non, mais mais c'est différent. Oui. puis tant mieux, on en profite pendant ce qu'on est dans cet âge-là, c'est bien correct. Mais c'est pas la même réalité, puis c'est pas les mêmes challenges. Fait que, puis c'est bon que tu le rappelles, ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi, ce que je vois, que c'est comme, ben, je me sens pas bien, je me sens coupable si je déjeune pas tous les matins, puis je soupe pas tous les soirs avec mes enfants, puis à la limite, ils sont quasiment en train de se dire, je vais aller chercher tous les midis à l'école pour aller dîner avec eux autres. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, si t'es une mère ou un père au foyer, puis tu travailles pas, puis t'as pas une carrière, fine, tu sais, mais c'est pas la réalité de ben du monde. Non, puis là, quand tu dis ça, c'est encore une fois, c'est que là, j'essaie de répondre à des règles externes. Oui, c'est ça. Il faut que je mange avec mon enfant. OK. Oui, c'est vrai, il y a des bienfaits. Quels sont, comme je dis, les faits? Bon, les faits, c'est qu'à partir de 3 repas et plus, on voit. Là, après ça, dans ma réalité à moi, qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer, justement, d'avoir des repas avec mes enfants? Parce que là, comme tu dis, écoute, moi, là, dans mon horaire, je peux pas le matin, le soir, je suis pas là. Il y a des parents qui travaillent. Moi, là, les premières années, mes filles, quand ils étaient petites, ils disaient à mon chum, toi, papa, là, c'est vraiment toi qui cuisine le plus, hein? Parce que moi, je travaillais toujours le soir, fait que j'étais pas là le soir. Mais c'est moi qui avais prévu, c'est ça que tu cuisines, c'est ça. Mais eux, ils voyaient papa qui cuisinait. Fait qu'il disait, puis là, il dit, puis il avait ri parce qu'il disait, hey, les filles, ils m'ont dit ça, puis j'ai fait, je peux pas croire. Mais j'étais pas là. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'aurais pu me sentir comme une maman poche, mais il y avait un parent qui était là. Ça, c'est une autre chose aussi, repas en famille, ça prend, tu sais, un adulte, dans le sens qu'il y a un parent. Puis moi, j'aime dire aussi que, mettons que les frères et les sœurs sont ensemble aussi, là, ça peut être considéré un peu comme un repas en famille. Dans le sens, l'enfant n'est pas nécessairement laissé tout seul non plus. Tu sais, je veux dire, des fois, moi, j'ai des jumelles, là. Fait que, tu sais, les filles, ils s'assoient ensemble. c'est des jumelles. Oui, c'est des jumelles. Puis, veux pas, ça crée quand même un moment qui est le fun. Après ça, comme je dis, s'il y a au moins un adulte qui est là avec l'enfant, là, ça va être considéré aussi comme un repas en famille. C'est pas obligé qu'on soit toujours les 3, les 4 ou les 5 ensemble. Puis là, quand tu disais, tu sais, en effet, je pourrais être portante, on disait, ben là, je vais aller le chercher à l'école. Ben, votre enfant, il aura pas envie que vous veniez chercher à l'école. Peut-être que lui est content de manger à l'école avec ses amis, puis il a pas envie d'aller manger avec vous. Ça va-tu vraiment avoir des bienfaits? Fait que là, c'est là aussi qu'il faut pas juste écouter toute la cacophonie, puis les conseils nutritionnels, ils sont là pour vous aider à faire des choix, mais pas pour, comme je disais, venir vous enlever votre expertise de parents. Nous, là, quand on parle d'alimentation des enfants, un de nos piliers dans la base, là, c'est l'alimentation intuitive. OK? Par contre, un enfant ne peut pas être un mangeur intuitif dans le sens que va falloir qu'il grandisse. Ça va lui prendre un cerveau mature, un corps mature, puis va falloir qu'il développe plein de choses. Un adulte peut manger de façon intuitive. Pour moi, l'alimentation intuitive, parce que ça aussi, c'est souvent... il y a plein de désinformations par rapport à ça. C'est pas je mange ce que je veux, quand je veux, puis je me laisse aller au gré du vent, puis là, j'ai le goût de manger. Tu sais, quand on entend parler d'alimentation intuitive, des fois, je trouve que c'est un petit peu monde de licorne, puis c'est pas ça du tout. L'alimentation intuitive, là, c'est juste qu'au lieu d'écouter toute la cacophonie, puis de faire des choses en disant ça va être mieux pour moi, sans me poser la question, c'est vraiment ça que j'ai besoin, c'est que je développe ma propre expertise nutritionnelle. Puis moi, comme nutritionniste, je suis là pour t'aider à mieux comprendre, puis à faire des choix avec lesquels tu vas être bien, selon ton besoin du moment. Parce que ton besoin ce matin peut être complètement différent d'un autre besoin. Puis c'est ça qu'on veut vous faire développer. Puis avec les enfants, on va les accompagner justement pour qu'ils deviennent l'expert de leurs besoins. C'est ça la job du parent.
Bien manger, là, c'est pas je mange tant de fruits, puis on les connaît toutes, là. Je veux dire, ça fait 20 ans que je pratique, puis on répète les mêmes maudites affaires en termes de recommandations nutritionnelles. Il y a pas personne qui tombe en bas de sa chaise aujourd'hui quand je dis c'est important de manger des fruits puis des légumes puis d'aller chercher. C'est toujours la même chose qu'on Le sucre, c'est pas si bon pour la santé, en oui, dose excessive. Exactement, c'est ça, c'est une question d'équilibre. Le sucre, c'est pas le diable non plus. Le sucre fait partie de l'alimentation, puis c'est important de voir la relation aussi qu'on développe avec ça. Fait que on les connaît, on le sait tout ça. Mais après ça, comment est-ce que moi, je peux, comme je dis, apprendre à développer mon expertise? Puis comme parent, quand on apprend à développer ça, puis comme je disais, moi, ce que je veux, c'est que là, comme parent, vous développez l'expertise de votre enfant. Vous deveniez l'expert de votre enfant pour qu'éventuellement, puis c'est à l'adolescence qu'il y a un transfert d'expertise. Dans le sens qu'à partir de l'adolescence, là, puis bon, tous les parents qui ont des ados le savent très bien, peu importe ce que vous avez fait pendant qu'ils étaient petits, j'ai plus beaucoup de contrôle. Ils vont, tu sais, puis ça fait partie de l'adolescence, c'est important. Ils veulent faire leur propre choix, ils vont avoir leur propre expérience. Pas toujours les meilleurs, mais c'est comme ça qu'ils vont justement développer leurs propres habitudes alimentaires. Puis c'est ça qu'on veut. Moi, je veux les accompagner pour qu'ils apprennent à rester connectés avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Puis pas juste j'ai-tu faim, j'ai-tu pas faim. Qu'est-ce que j'ai envie présentement? Qu'est-ce que ma tête a de besoin? Qu'est-ce que mon corps a de besoin? Puis c'est pour ça que c'est à partir de l'adolescence qu'on commence à donner plus d'informations nutritionnelles. Si tu manges des fibres, ça va aider, puis tu vas pouvoir rester rassasié peut-être un petit peu plus longtemps. Les protéines, voici à quoi ça sert. Les glucides peuvent servir à ça, qu'on peut commencer justement quand il y a au niveau de l'alimentation durable. Tu sais, bon, si vous faites ces choix-là pour la santé de la planète et tout ça, il y a une ouverture, puis surtout, il y a une maturité cognitive qui s'est développée. Ah oui. Un enfant de 6 ans, il dire que c'est important, s'il veut pas avoir faim dans une heure, de manger des fibres ou des protéines, ça sert absolument à rien. Il comprend pas ce que ça veut dire. C'est pas comme ça qu'on va justement, je veux l'accompagner qu'est-ce qui se passe dans ton bedon, qu'est-ce qui se passe dans ta bouche aussi, là, parce que toute l'expérience sensorielle est beaucoup, très grande, comme je dis, particulièrement dans le 2 à 6 ans, là, il y a beaucoup de défis d'un point de vue développemental, mais le parent. Puis ce que j'allais dire tantôt, c'est que bien manger, c'est apprendre à écouter ses besoins, apprendre à répondre à ses besoins. Puis mon rôle de parent, c'est d'accompagner mon enfant pour que, jusqu'à ce qu'il soit capable de faire ses choix par lui-même, ben moi, je l'accompagne pour qu'il apprenne à mieux comprendre ce qui se passe dans son corps. Puis c'est ce qu'on propose dans le livre, dans le fond, c'est qu'on vous explique par des repères de développement. Fait que, on parle un petit peu d'âge, mais on vous explique pourquoi, justement, dire à un enfant de 3 ans ou de 2 ans, on va avoir une collation dans 1 heure, ça se peut qu'il se retrouve en crise de bacon extra croustillant parce que pour lui, 1 heure, là, c'est comme la semaine prochaine. Là, il comprend pas ce principe-là. Fait qu'il y a plein de choses d'un point de vue développemental qu'il faut comprendre, justement, pour adapter le comment je vais accompagner mon enfant, mais il y a un cadre quand même qu'on va venir mettre au niveau de son alimentation, qui vont venir mettre les aliments diversifiés, les aliments puis ce que nous, on aime manger aussi. C'est ça qu'on va venir proposer à l'enfant, mais après ça, je vais quand même toujours lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il mange? Combien qu'il mange? Qu'est-ce qu'il goûte? C'est l'enfant, je veux que ça vienne de lui parce que je veux qu'il devienne l'expert de ses besoins. C'est pas moi qui va prendre la décision, ben il a pas mangé assez, là, faut qu'il mange plus de bouchées, ou ben là, faut qu'il goûte parce que s'il goûte pas, il aimera jamais ça. Il y a une grande fonction dans le corps humain qui s'appelle, bon, on l'explique dans le livre, la contre-volonté. Puis faites juste y penser. Moi, ma contre-volonté, même encore comme adulte, elle est très, très forte, là. Si quelqu'un essaie de me faire faire quelque chose, puis que il y a aucune chance, même si peut-être que je m'étais dit je vais le faire, là, si quelqu'un me dit de le faire, ben ça se peut que juste là, ça soit non. Donc, je le ferai pas pour te faire plaisir. Puis ce degré-là, chez chaque enfant, selon son tempérament, va varier. Mais juste le fait pour certains enfants de lui demander de goûter peut, et ça y est, je viens d'éteindre sa motivation intrinsèque, il goûtera pas. Il y a beaucoup de ça particulièrement dans le 2 à 6. Le 2 à 6, d'un point de vue développemental, c'est la partie où vous allez vivre le plus de défis avec votre alimentation. Votre enfant va en vivre, mais c'est vous, comme parent, qui allez trouver ça davantage difficile. Puis l'enfant aussi peut trouver ça difficile parce que c'est difficile à apprendre à manger. On l'a oublié comme adulte, là, mais sensoriellement, la mastication est pas encore top. Ça reste encore nouveau, là, tout ce qu'on présente à l'enfant. Tu sais, je veux dire, moi, mon poulet au beurre à 42 ans, là, je le connais, mon poulet au beurre. Tu sais. L'enfant de 3-4 ans, même si vous me dites, ouais, mais il le voit depuis qu'il est petit,
Ouais, mais dans son histoire alimentaire, là, ça se peut que ça va lui prendre plusieurs mois, plusieurs années avant d'apprendre à aimer plusieurs aliments. Puis moi, je répète toujours, je veux dire, il n'y a pas de fin à ça. Puis il est jamais trop tard pour apprendre à aimer des aliments. Puis moi, ce que je veux, c'est oui, donner envie à mon enfant de les découvrir, mais sans forcer, sans aller contre sa volonté, sans essayer que ça vienne de moi. On veut que ça vienne de lui pour que ça reste après ça dans son alimentation. Mais il faut être patient, il faut faire confiance au processus. C'est ça qui est difficile pour le parent. C'est de voir mon enfant là, maintenant, à 2 ans ou à 3 ans, qui mange pas ses fruits et ses légumes. Il va manquer de quelque chose, il va avoir des carences. Bon, premièrement, quand nous, on évalue habituellement, on va vous dire, il en mange finalement. Est-ce qu'il mange à chaque fois? Non, mais au final, ils finissent par en manger de temps en temps, puis le corps, il va réussir à aller chercher ce qu'il a besoin. La grande majorité des enfants ne vont pas souffrir de carences alimentaires. Puis les carences les plus fréquentes sont pas les carences reliées aux fruits et aux légumes. Les carences les plus fréquentes chez les jeunes enfants, là, ça peut être le fer ou le zinc. Puis encore là, comme je disais tantôt, c'est pas, même si ça reste les carences qui sont les plus fréquentes, ça veut pas dire, comme je disais, que aussitôt que mon enfant se met à refuser certains aliments, que là, tout d'un coup, il faut vraiment que ce soit sur le long terme, que l'enfant refuse des grandes catégories d'aliments, que là, on va justement, des fois, aller pousser, puis surtout, on va aller voir d'un point de vue développemental, d'un point de vue physique également, là. Est-ce qu'il y a d'autres signes qui nous démontreraient qu'il y a une carence, mais c'est pas parce qu'il refuse de manger son poulet à chaque fois que je lui offre que tout d'un coup, ça y est, d'ici une semaine, il tombe en anémie ou il va manquer de quelque chose. Le corps est mieux fait que ça. Oui. Le corps a besoin qu'au travers des jours, au travers des semaines, au travers des mois, des saisons, que l'enfant soit exposé à une variété d'aliments. Mais après ça, qu'est-ce qu'il choisit de manger? Combien il mange? Ça fait partie de l'expertise de l'enfant. C'est avec ça qu'on veut l'accompagner justement pour qu'il apprenne à faire des choix, mais sans, comme je dis, que ce soit nous qui passe par-dessus son expertise. C'est ça, c'est... Ah, j'ai plein de questions. Ça, c'est tough. Ouais, c'est tough, c'est un challenge. Écoute, puis tu sais, tu parlais de donner un cadre, ben tu sais, d'aider les enfants à faire l'alimentation intuitive au final là pour qu'ils apprennent à bien manger et tout ça. Ouais. Fait que t'as pas le choix d'être... Nous, ce qu'on utilise, ouais, exactement. Puis quand on parle d'alimentation intuitive, comme je disais, il faut être un adulte. Là. C'est l'adolescent puis l'adulte qui peut vraiment appliquer les principes de l'alimentation intuitive. Il y a 10 principes de l'alimentation intuitive. Puis si vous voulez mieux comprendre l'alimentation intuitive, là, ma collègue Marjolaine Cadieux, puis je t'enverrai le lien, là, tu pourras, puis je pense qu'il est à la fin de notre livre aussi, là, mais notre collègue Marjolaine Cadieux, qui est derrière les pieds dans les plats sur les réseaux sociaux, a écrit un livre qui s'appelle L'alimentation intuitive, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi au juste, là? Ouais. Pour vrai, moi, c'est vraiment ma référence. C'est super bien vulgarisé. Ça explique bien qu'est-ce que c'est. Mais je reviens au fait que faut que je sois un adulte. J'ai besoin d'un cerveau d'adulte pour tout bien, puis adulte, là, jeune adulte. Mais l'enfant, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est par le partage de l'alimentation, qui est un principe en alimentation des enfants. Ça, c'est le tremplin vers l'alimentation intuitive parce qu'on sait que les enfants sont tous nés avec, justement, la capacité de réguler leurs apports alimentaires, donc de manger selon combien ils ont besoin. Ils sont tous nés aussi avec la motivation de manger, de se nourrir. Écoute, si l'être humain n'avait pas ça, on n'existerait plus aujourd'hui, on se serait pas nourri. Fait qu'on serait tous morts. L'être humain n'aurait pas survécu à ça. Donc, il y a une motivation intrinsèque aussi, 100%. On l'a à l'intérieur de nous. Mais d'un point de vue développemental, comme je disais tantôt, il va avoir des petits obstacles pour que, justement, l'enfant soit capable de faire des choix par lui-même. Puis le principe du partage de responsabilité, c'est un peu ce cadre-là. On a un chapitre complet, justement, dans le livre qui explique qu'est-ce que c'est le partage de responsabilité. Ben, en gros, c'est assez simple, là. C'est-à-dire que le parent va gérer le quand les repas et les collations sont offerts, le quoi, donc c'est moi qui va présélectionner des aliments offerts selon l'occasion. Je choisis le où on mange et le comment, l'atmosphère, comme je disais là, à l'heure des repas, l'ambiance, ça c'est moi. Après ça, l'enfant, c'est lui qui gère le combien il mange, puis c'est lui qui gère le si il mange. Puis quand on dit le si, c'est s'il mange, s'il goûte, dans quel ordre il mange les aliments que moi j'ai présentés. Puis c'est important de comprendre qu'au niveau du partage des responsabilités, parce que des fois, il y
il y a certaines comment je pourrais dire ça? Il y a certaines critiques sur ça fait très longtemps que ça existe. C'est important de comprendre que le partage des responsabilités, c'est un cadre qui est extrêmement flexible. On n'est pas dans la rigidité parce qu'on est avec un enfant qui est en train de découvrir ses signaux. Fait qu'exemple, on parle du camp. Ben, on va vous dire, idéalement, là, essayez d'offrir, pour les jeunes enfants, là, on reste mettons avec le 2 à 6, là, offrez des occasions pour se nourrir. Nous, on appelle ça des occasions pour se nourrir. Ça peut être repas, collation, mini-repas, mais c'est de se dire, à toutes les 2-3 heures, j'offre comme une pause là, dans nos activités de la journée, et moi, je prévois à ce moment-là, comme parent, une occasion pour se nourrir. J'attends pas que mon enfant vienne me dire qu'il a faim ou je lui demande même pas veux-tu une collation parce que encore une fois puis on l'explique dans le livre, chez les jeunes enfants, ben s'il est en train de faire une tour de bloc là son cerveau est concentré à faire sa tour de bloc. Si je dis Thomas veux-tu une collation, ça se fait qu'à ce moment-là Thomas va me dire non, j'ai pas besoin de collation. Je suis en train de se balancer dehors là, il capote, il faut le plaisir là. Thomas veux-tu une collation? Thomas, il a pas de collation, il est en train de se balancer. Ils sont très dans le moment ça présent. veut dire que Thomas n'a pas faim? Pas nécessairement. Puis ça se peut que vous allez vous en rendre compte plus tard. Moi, je me souviens quand mes filles étaient petites, puis en effet, souvent quand ils jouaient dehors, là, tu sais, les filles, voulez-vous une collation? Là, c'est beau. On arrivait à 4h30, 5h, là, d'un point de vue humeur, là, il était pas du monde. Puis là, je le voyais bien qu'il avait trop faim, là. Mais le souper, il est pas prêt, là. Puis là, je me disais, finalement, c'est une bonne affaire, ils ont pas pris de collation. Tu sais, ça m'a sauvé peut-être, mais finalement, il y en aurait peut-être eu besoin d'une collation. Fait que là, c'est là que notre rôle de parent, c'est de dire, moi, j'offre une pause. Comme je disais, pour qu'à toutes les 2-3 ans, je prévois. Après ça, c'est l'enfant qui va déterminer est-ce qu'il mange pas, puis combien il mange selon ce qu'il va y avoir de disponible à ce moment-là. Puis la même chose au niveau des choix. Je demanderai pas à Thomas non plus qu'est-ce qu'il veut avoir dans sa collation. Vous pouvez. Mais c'est parce qu'à cet âge-là, il y a un besoin d'aller chercher du contrôle, il y a un besoin d'autonomie qui est super important, d'affirmation de soi. Puis là, c'est là que les défis commencent. Parce que là, Thomas veut ça, moi, je voulais pas que Thomas aille ça, puis là, Thomas, il veut toujours la même affaire. C'est normal, encore une fois, que Thomas va toujours s'en aller vers les mêmes choses. Ça revient, encore une fois, à tout ce qui est cognitif. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais présélectionner des aliments. Je vais m'assurer qu'il y a des choses que Thomas est capable de manger dans ce que je présélectionne. Mais après ça, voici la collation. J'ai coupé une pomme, j'ai mis des petits morceaux de fromage, puis il y a des petites céréales maintenant. Fait que, tu sais, si on pense aux différents groupes, là, ben, j'ai un féculent, j'ai un fruit, puis j'ai un aliment protéiné qui est aussi un aliment source de gras. Puis en même temps, là-dedans, ben, j'ai des aliments d'un point de vue sensoriel, j'ai des aliments qui sont mous, j'ai des aliments qui sont craquants, j'ai un aliment salé, j'ai des aliments sucrés, j'ai des aliments plus juteux. Donc, d'un point de vue sensoriel aussi, c'est le fun d'y aller comme ça. Puis là, ben, Thomas va déterminer qu'est-ce qu'il mange au travers des aliments que moi, j'ai mis là, j'ai rendu disponible pour la collation. Puis après ça, les repas, c'est la même chose. C'est juste que des fois, les repas, il va peut-être y avoir un petit peu plus de choix parce que, je veux pas, j'ai cuisiné un repas. Puis là, je peux ajouter des aliments accompagnement pour que Thomas soit capable de se nourrir. C'est ça qui est important aussi. Parce que, tu sais, des fois, on va entendre, non, inquiétez-vous pas, là, si on faim, ils se laisseront pas mourir de faim. Si on faim, ils vont manger. C'est faux. Dans le sens que s'il n'y a pas d'aliments sécuritaires, s'il n'y a pas d'aliments qui sont capables de manger, même si l'enfant a faim, il ne sera pas capable de se nourrir. Puis c'est pas parce qu'il veut pas, c'est pas parce qu'il essaie de vous manipuler, parce qu'il ne peut pas. Il est pas capable. Fait que ma job de parent, c'est pas, encore une fois, je crée pas des caprices quand j'y mets ses petits craquelins à côté ou j'ai prévu son petit yogourt parce que je le sais que ça, il est capable de manger. J'ai ajouté de la sécurité à son repas et ça va créer encore une fois un environnement favorable pour que éventuellement il se rende aux autres aliments. Mais peut-être que ça va être long de se rendre aux autres. En attendant, au moins, il est sécurisé et il sait que moi, je mets des aliments qu'il est capable de manger pour qu'il soit justement capable de se nourrir. Ah, c'est vraiment bon, ça. Puis, ouais, écoute, chacun a acheté là-dessus. C'est très, très bien expliqué. J'adore ça. Mais avec le livre, on a voulu expliquer aux parents comment un enfant apprend à se nourrir. Comme je disais, on l'a oublié comme parent. On réalise pas à quel point, moi, là, j'étais cet enfant-là difficile. Quand j'étais petite. Je l'ai dit au début du livre. Tu sais, j'étais l'enfant qu'on étiquetait difficile. Ouais. On sait bien, toi, t'es difficile. On sait bien, toi, t'es difficile parce que, justement, là, il y avait certains, puis moi, je me souviens, là, les fruits en particulier, des fruits frais, là, j'étais pas portée à manger. C'était pas comme inné, c'était pas intuitif pour moi d'aller vers ces aliments-là. Puis je voyais des amis, des fois, que eux, là, il y avait des plats de fruits, ils ramassaient ça, puis je me disais, Colin, tu sais, ça a l'air le fun, mais moi, ça me tente pas. Je sais pas pourquoi, ça me tente pas.
Puis là, maintenant que je comprends justement un petit peu plus comment, puis tu sais, un fruit, là, c'est jamais pareil d'un point de vue sensoriel. Tu sais, ma pomme, des fois, elle va-tu vraiment être parfaite, ma pomme? Elle va-tu vraiment être comme je l'aime? Puis il y a des journées que je m'en fous, j'ai faim, c'est ça qui est... Puis comme je dis, je suis un adulte aussi, là. C'est correct. Mais il y a d'autres fois qu'on n'a pas envie de jouer à va être comment. Tu sais, mon bleuet, des fois, il est sucré, des fois, il est sucré, des fois, il est mou, des fois, il est dur. Fait que toute cette imprévisibilité-là en alimentation, moi, puis particulièrement au niveau des fruits, c'est ce qui a fait que pour moi, ça a été très difficile. Puis encore aujourd'hui, je vais être capable d'en manger. Là. Mais d'une façon régulière, là, j'ai toujours des compotes. Les smoothies, pour moi, c'est bien pratique, c'est le fun, ça me permet de mettre plein de fruits différents. Puis particulièrement en été, là, en hiver, je suis un petit peu moins smoothie, mais j'ai différentes façons que j'ai appris à manger des fruits puis des légumes, mais maintenant, je le sais comment j'aime les manger, puis je me sens pas moins bonne parce que, ben moi, aller vers les fruits frais, tu sais, je veux dire, c'est comme je dis, c'est moins intuitif pour moi. Est-ce que ça veut dire que j'en mange pas? J'ai juste accepter ça, puis ça se peut que votre enfant va être comme ça aussi. Ça veut pas dire qu'il mangera jamais de fruits puis de légumes. Ça veut juste dire, ben moi, ils sont là, sont disponibles. Moi, j'en mange comme parent. S'il en veut, il en prend. S'il en veut pas, il en prend pas. Puis j'offre d'autres façons de les manger aussi, que ce soit en fruits séchés. Il y a des barres de fruits, des fois, c'est intégré dans des recettes, dans smoothies. Des fruits lyophilisés, maintenant, il y en a de plus en plus sur le marché, là, des fruits qui sont très craquants. Beaucoup d'enfants, des fois, vont préférer ça. Mais de comprendre comment un enfant apprend à diversifier son alimentation, puis de comprendre aussi que c'est un apprentissage, comme j'apprends à lire puis j'apprends à écrire. Il y a aucun parent qui fait le saut quand son enfant sort de la maternelle puis que il est pas capable encore de lire des phrases. Peut-être qu'on en a quelques-uns, là. Mais tu sais, je fais pas le saut, là. C'est pas parce qu'il sort de sa maternelle que je m'attends qu'il va m'écrire une dissertation de 10 pages, là. C'est normal, ça va lui prendre du temps. Ben, c'est comme si au-delà de l'étape du 6 à 12 mois, hey, mon enfant est exposé à tous les aliments, il mange bien, en purée, j'ai fait de la DME, comme tu dis, là, vraiment. Là, maintenant, c'est fait. Non. Ça commence. Là, il a appris à tenir son crayon, là. Il a même pas encore appris à faire des lettres. On n'est pas rendu là. Fait qu'il faut que nous, on ajuste nos attentes comme parents. Puis là, je reviens, c'est pas notre faute de parents. La société dans laquelle on vit nous met une pression énorme pour que nous, c'est important comment on mange. Fait que là, nos enfants, parce que là, c'est sûr que si mon enfant, il mange vraiment pas beaucoup de fruits et de légumes, c'est comme si ma compétence parentale est en jeu, là. C'est de ma faute. Puis là, moi, il faut que je fasse quelque chose parce que moi, mon enfant, c'est important. Puis ça va venir de votre enfant. Puis c'est pas votre note au bulletin ce que votre enfant il mange. Vous êtes pas un moins bon parent parce que votre enfant a choisi la pâte d'ours au lieu de prendre le fruit. Tu sais, c'est là que c'est important aussi comme parent de s'enlever ça. Puis même nous, comme professionnels de la santé, c'est la première chose qu'on fait, de venir démocratiser, puis enlever cette diabolisation-là au niveau des aliments transformés. Puis ça veut pas dire, OK, c'est correct, on les nourrit que de ça, là. Mais ça veut juste dire, comme je disais, que je suis pas le moins bon parent parce que là, cette semaine, j'ai pas eu le temps de faire mes petits muffins puis que j'ai offert une barre tendre du commerce. Ces aliments-là ont une fonction. Puis pour l'enfant en découverte alimentaire, c'est aussi ce qu'il va faire. Je reviens avec ce que je disais tantôt. Pourquoi il veut toujours ses petits poissons mais qu'il veut jamais prendre les fruits? Ben, je vous le disais tantôt, les petits poissons sont toujours pareils. C'est la même couleur, c'est la même forme. Dans la bouche, il n'y a pas de surprise. On le sait à quoi s'attendre. Un enfant de 3 ans a besoin de prévisibilité. Vous le savez, dans sa routine, vous changez la routine d'un enfant. Puis, encore une fois, là, on en a qui vont, parce que d'un point de vue émotionnel, ça crée des grosses émotions, puis il n'y a pas encore le cerveau assez développé pour pouvoir réguler ces émotions-là. Puis c'est pour ça qu'il va être moins porté à aller vers un aliment versus un autre. Ma job de parent, c'est de me dire, j'en ai, c'est disponible, je l'ai mis là. S'il veut le choisir, il le prend. S'il veut pas le choisir, il le prend pas. Et mon attitude au repas va être l'aspect le plus important au repas, c'est la sécurité. Puis pas la sécurité, il tombera pas en bas de sa chaise, là. Oui, ça, c'est important. Mais la sécurité, comme je disais, qui sait qu'il y a des aliments qu'il est capable de manger puis qu'il va être capable de se nourrir. Pour tout ce qui est de la découverte, donner envie à l'enfant de découvrir les aliments, de goûter les aliments, c'est beaucoup par les activités en dehors de l'heure des repas qu'on va pouvoir nourrir ça chez l'enfant. Mais il faut accepter qu'on a certains enfants qui ont des tempéraments, c'est pas des futurs Ricardo. Je veux dire, eux autres, ils mangent pour manger, mais ils n'auront pas nécessairement cet intérêt-là, tout comme certains parents vont falloir faire un deuil parce que mon enfant, c'est pas un sportif. Mon enfant, je le vois, c'est un intellectuel, il aime beaucoup les livres, il aime les casse-têtes, mais je ferai peut-être pas les arénas avec lui, là. On va peut-être trouver des activités pour qu'il bouge, mais il va peut-être falloir que je fasse mon deuil parce que dans son tempérament, ça, c'est pas quelque chose avec lequel il y a du plaisir. Fait que c'est la même chose aussi, le tempérament de votre enfant.
va beaucoup influencer comment il va apprendre. Puis, comme je disais, ben ma job, c'est pas d'en faire tous des petits modèles pareils. C'est d'essayer que lui soit bien dans tout ça, qu'il apprenne à se nourrir, qu'il soit capable de se nourrir selon les préférences, puis en respectant ses limites aussi au niveau de sa découverte alimentaire. Parce que les enfants, ils vivent des affaires aussi à la garderie puis à l'école, puis des fois, ils ont moins faim, tu sais, comme nous autres. Ça nous arrive aussi de pas avoir faim au souper parce que on a vécu des affaires à job, puis il y a des affaires qui se passent dans notre vie professionnelle, personnelle, on a des enjeux puis tout ça, fait que eux autres, c'est des éponges, là. C'est des éponges aussi, puis c'est pas des enjeux de... Mais pour eux autres, c'est des gros enjeux, tu sais, comme... Mais pour eux, là, c'est ça, exactement, là, pour eux, aujourd'hui, le fait que je sais pas, que Nathan a volé le ballon à Thomas l'après-midi, ben, pour lui, c'est comme si moi, justement, je m'étais pognée avec mon boss, puis que, tu sais, ça se peut qu'il revienne de la garderie, puis ses émotions sont aussi grosses, sont aussi valides. Puis, comme je disais, c'est un enfant qui a un cerveau de 3, 4, 5 ou 6 ans, qui est encore immature. Fait que pour lui, c'est la fin de son monde. Carrément. Il n'est pas capable de réguler ce qui se passe parce que son cerveau, il est pas en train de faire une crise. Il se retrouve en crise. Puis là, il a besoin de moi pour l'accompagner. Là, comme je disais, est-ce que quand il est dans cet état-là, est-ce que c'est un environnement, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il est dans une position favorable pour pouvoir se nourrir? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il a pas faim? Non. Mais ça se peut que là, à ce moment-là, il va peut-être avoir plus besoin de connexion, de co-régulation avec moi. Puis peut-être qu'au souper, en effet, il va avoir plus ou moins faim, mais c'est peut-être à la collation avant le dodo que là, sa faim va être un petit peu plus là. Parce qu'il va avoir une connexion, une petite routine pour exactement. Mais ça, si je peux normaliser aussi une autre chose, le souper chez les jeunes enfants, là, surtout comme je dis dans le 2 à 6, c'est souvent le repas le plus escamoté. Parce qu'ils ont leur journée dans le corps, parce que souvent, ils ont mangé suffisamment de ce qu'ils avaient besoin. Puis, des fois, c'est ça, le souper et plus tard, c'est pas toujours l'environnement qui est le plus favorable, particulièrement chez les jeunes enfants, là. Fait que ça, je pense que c'est important de le dire. Puis, je reviens à ce que je disais tantôt. J'ai pas besoin qu'ils mangent parfaitement à toutes les occasions, mais j'ai besoin qu'il y ait plusieurs occasions pour m'assurer qu'au moment où il va peut-être avoir un petit peu plus faim, il va pouvoir répondre à son besoin parce que moi, j'ai établi une routine où à peu près à toutes les 2-3 heures, mais je m'ajuste, là. Si je vois que, tu sais, qu'il a l'air d'avoir faim parce que je connais mon enfant puis je le vois que c'est ses signaux, justement, je pense qu'il a faim, ben je vais peut-être y offrir quelque chose un petit peu plus tôt, la petite entrée du souper, puis garde, je vois que peut-être que ton bedon, il a faim, puis garde, tu peux commencer à manger ça en attendant, le souper va s'en venir. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est pas rigide, là. Je garde en tête que à peu près à toutes les 2-3 heures, mais je peux venir me réajuster puis je vais pas briser mon enfant parce que tout d'un coup, il m'a demandé une collation puis que, tu sais, j'ai offert la collation. Ça se peut qu'à ce moment-là, comme parent, c'était la meilleure façon de répondre à son besoin. Puis c'est là que je vous dis, vous êtes l'expert de votre parent. Il n'y a pas personne qui est là pour vous juger dans ce que vous déterminez de faire à ce moment-là. C'est pas de banaliser aussi, tu sais, on parlait de ce qu'ils vivent à la garderie, tu sais, comme nous autres, notre fille, c'est... Il y a une autre fille à la garderie que c'est pas Anna, c'est Elsa dans Reine des Neiges. Puis là, c'est un gros drama, là. Puis, oui, c'est ça. Fait que là, nous autres, on est comme... on prend ça, mais tu sais, on a comme tendance à se dire, ben oui, tu sais, on prend ça un peu à la légère, mais pour eux autres, c'est un big deal. C'est juste que nous autres, on est plus matures, développés, on rationalise, mais tu sais, faut se mettre à leur place aussi, dire... d'être empathique, dire, je comprends, puis de les écouter pour vrai, puis pas tourner ça en joke, tu sais, parce qu'ils vont le sentir. Non, puis juste accueillir, est-ce qu'il y a du un câlin, c'est vrai que c'est difficile, je veux dire, c'est vrai que c'est pas le fun encore ça. Vous avez même pas besoin d'offrir de solutions nécessairement, tout que votre enfant, c'est en effet, comme tu dis, juste venir normaliser, j'accueille ça, puis j'y offre un moment, comme je disais, de co-régulation. Là, souvent, ça, c'est très puissant pour avoir un enfant aussi qui va être plus disponible à l'heure du souper, de lui permettre d'avoir encore un environnement sécurisant pour pouvoir vivre ses émotions. Puis on explique dans le livre aussi là, le pourquoi, quand je coupe une banane, mon enfant, là, je viens de le perdre. Il voulait pas que sa banane soit coupée. Puis même si j'essaye d'y recoller ses affaires, pour lui, ça marche pas parce qu'encore une fois, d'un point de vue développement du cerveau, il y a pas encore cette maturité-là. Fait qu'il y a beaucoup de ça aussi qu'on explique, tout l'aspect émotionnel, comment ça va venir impacter. Puis comme je disais, c'est pas parce que votre enfant se retrouve en crise que faut que j'aille changer automatiquement les aliments. Puis c'est ça, pas nécessairement ça la réponse. Comme quand il vit plein d'autres émotions, comme je disais, des fois, j'ai mis son brocoli dans son assiette, il voulait pas le brocoli dans son assiette, et là, lui, il vit une grosse émotion à l'intérieur de lui, puis comme je disais tantôt, il n'a pas la maturité émotionnelle pour réguler cette émotion-là. Fait que ma réponse, oui, je peux enlever le brocoli de son assiette, mais il va aussi avoir besoin que je l'aide à vivre cette émotion-là si je veux
que éventuellement ça passe. Fait que c'est tout ça qu'on peut ajuster dans notre, tu sais, quand je dis adapter l'approche puis ajuster nos attentes, ben, en comprenant mieux toutes ces réactions-là, ça nous permet nous-mêmes de venir normaliser certaines choses puis d'adapter puis de se sentir en confiance dans comment on accompagne notre enfant dans tout ça aussi. Mm-hmm. Puis, il y avait une question qui ressortait quand j'ai fait le sondage hier là, sur Instagram, mais tu sais, les enfants qui jouent avec la nourriture. Oui. Ben ça, on l'explique aussi, oui, là. Oui, tu l'expliques. J'ai pas encore lu ce bout-là, mais j'ai feuilleté, puis je vois, il y a un bout que vous l'expliquez, mais c'est correct. Mais oui, ça fait partie. L'enfant, quand il découvre les aliments, là, faut que vous compreniez qu'il va les découvrir souvent avec ses 5 sens. Le premier sens, c'est les yeux. OK? Il va regarder, puis là, son cerveau, il va lui dire ça, c'est oui ou c'est non. Puis, encore une fois, on en parle, on a encore là un chapitre complet. Là, je mets des gros guillemets sur l'enfant difficile, parce que comme je dis, c'est pas l'enfant qui est difficile, c'est bien apprendre à manger. Qui est difficile, puis on vous explique pourquoi c'est difficile. Puis, il y a une phase qui s'appelle la néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire, c'est une phase qui est normale dans le développement typique, parce que là, tout ce que je vous dis aujourd'hui, on s'entend, là, c'est pour les enfants neurotypiques, là, tu sais, quand il y a des neurodivergences, quoi que ce soit, il va y avoir beaucoup de particularités. Mais là, moi, je vous parle d'un enfant qui est né à terme en santé, neurotypique. Donc, dans le développement de son cerveau, il y a une phase qu'on appelle la néophobie alimentaire. C'est la peur des aliments. On va dire peur des nouveaux aliments, mais ça l'arrive, tu sais, entre 2 à 10 ans, là, c'est 75% des enfants qui vont vivre de la néophobie à différents degrés. Il y en a que ça peut être très léger, puis il y en a que ça va être beaucoup plus intense. La peur, elle est réelle. L'émotion, elle est réelle. Et comme je disais, des fois, les yeux, juste regarder l'aliment et c'est un non catégorique. Et parce qu'il y a une peur, là, comme je dis, là, puis c'est pour ça que c'est important d'accueillir l'émotion, parce qu'encore une fois, tu sais, si l'enfant vit une peur, vit une émotion, c'est pas confortable du tout, il sera pas encore une fois dans une attitude propice pour être capable de se nourrir. Si toi, t'as peur, t'es pas en train de penser, tu vas être en train de penser peut-être à te sauver versus à manger, là. Fait qu'on n'est pas du tout dans un cadre qui va être propice pour que l'enfant soit capable de se nourrir. Fait que tout ça pour dire que ça, donc les yeux, c'est la première chose. Après ça, là, l'ordre dans lequel les sens, là, ça peut jouer, mais après ça, soit l'enfant va toucher, ça se peut qu'il sente aussi. On peut lui apprendre juste à licher avant de se le mettre complètement dans la bouche, mais souvent les yeux puis les doigts, là, ça va être pas mal les deux premiers, parce que, puis particulièrement chez les plus petits, vous le remarquez, moi, j'ai des neveux, nièces, là, encore d'autres jumeaux, là, mais un petit garçon, une petite fille de 16 mois, puis là, je le vois, ils sont beaucoup, là, ils écrasent beaucoup les aliments quand on leur offre. Premièrement, parce qu'on le sait que l'appétit commence à être beaucoup plus en dents de scie, il y a un ralentissement dans le rythme de croissance à partir de 12 mois, puis c'est plus accentué quand on se rapproche du 2 ans, ce qui fait que l'enfant continue de grandir, grossir, mais c'est un rythme qui est beaucoup moins rapide. Fait que là, l'enfant peut être un petit peu plus en mode exploration. Puis, quand il touche à l'aliment, là, ça donne beaucoup d'informations pour préparer la bouche. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est mouillé? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Est-ce que je suis trop fatiguée pour cet aliment-là? Je sais. Ça, là, j'y touche, je sais que c'est dur. Je vais aller vers ça. Ça, c'est. Puis des fois, c'est le visuel, là, tu sais, les couleurs. Fait que c'est pour ça qu'on parle d'exposition aussi, mais c'est pour ça qu'on normalise aussi le fait que jusqu'à l'âge de 7 ans, puis même après, je veux dire, c'est pas anormal, mais jusqu'à l'âge de 7 ans, la découverte avec les doigts peut aider beaucoup d'enfants à être capables de se nourrir. Si moi, comme parent, j'exige absolument qu'ils prennent toujours ces ustensiles, mais encore une fois, peut-être que c'est pas adapté à son développement et que l'enfant sera pas capable de se nourrir parce qu'il est pas capable d'aller récolter l'information nécessaire pour qu'il soit en sécurité pour amener ces aliments-là dans sa bouche. C'est beaucoup, là, amener des choses, justement, dans notre bouche. Puis il y a certains enfants, comme je disais, qui sont beaucoup plus prudents, beaucoup plus réticents, puis nous, on veut les laisser les découvrir comme je le ferais avec une personne qui connaît pas, là. Tu sais, je veux dire, il rencontre ma tante Monique demain matin, j'irai pas le pitcher dans les bras de ma tante Monique, puis ah ouais, let's go, les bisous, les câlins, là. Ouais. Si ça se fait, tant mieux, mais je veux dire, je vais y parler de ma tante Monique, puis ça se peut qu'il va la regarder de loin avant, puis il va me voir aller la voir, puis mais c'est comme juste cette prudence-là, cette méfiance-là, elle est naturelle. Puis c'est ce qui nous a gardé en vie aussi. Ben, 100%. Là, parce que l'hypothèse derrière la néophobie alimentaire, c'est justement que ça l'a permis à l'être humain d'évoluer parce que il y avait une prudence. Tu sais, l'enfant de 2 ans découvre son monde.
Ben, s'il y a pas de méfiance dans le développement de notre cerveau, on se serait mis n'importe quoi dans la bouche, puis on se serait empoisonné. Notre cerveau, il sait pas qu'on est en 2025, là, puis qu'il n'y a plus vraiment de danger d'empoisonnement dans les aliments qu'on offre, mais dans son développement, ça, c'est resté. Fait que c'est pour ça que les aliments verts, les aliments qui sont plus amers, c'est des aliments souvent qui vont plus souvent être délaissés qu'autrement, parce qu'encore une fois, dans la façon que notre cerveau a évolué, ça, c'est pas une couleur. Souvent, l'enfant a associé aussi, c'est un goût qui est plus amer, puis cette saveur-là, c'est pas une saveur qui est innée. Il faut que j'apprenne à faire confiance à cette saveur-là, versus les aliments sucrés. Ça, je le sais que c'est sécuritaire. C'est exactement ce qui répond aux besoins de mon corps, puis c'est rarement associé à du poison aussi, fait que je le sais que je peux faire confiance à ça. C'est tout inconscient, là, comme je disais, mais le cerveau dirige votre enfant, puis c'est pour ça qu'il peut aller plus vers tel ou tel aliment dans ce que moi, je vais, comme parent, ce qu'on va offrir. Dirais-tu qu'il y a comme un... Parce qu'on est très... L'être humain, aujourd'hui, en 2025, tu viens de le dire, on est très primitif, des fois, dans notre façon de réponse, tu sais, face au stress, avec la sécrétion de cortisol chez les adultes, puis tout ça, puis même les enfants, là, mais dirais-tu que... Parce qu'on est très... Tu sais, on essaie de bloquer certains réflexes un peu plus... primaire, tu penses-tu que le cadre en Amérique du Nord, mettons que je parle en général, fait comme étouffer ça un petit peu? Parce que, tu sais, il y a des cultures dans le monde qui mangent avec leurs mains, puis puis il y a un livre qui s'appelle Parents, chasseurs, cueilleurs, je pense que c'est une personne qui avait beaucoup de difficultés avec sa fille qui était avec les crises et tout ça, comme ben des parents vivent, puis elle est comme allée voir qu'est-ce qui se passait ailleurs dans d'autres cultures, puis a eu des grosses remises en question, tu sais, parce que des fois, on va voir qu'est-ce qui se fait en Amérique latine, on va voir les Inuits, on va voir plein de places partout dans le monde, on est comme, et finalement, c'est qui a raison? Puis en même temps, ben là, c'est différentes cultures, différentes places dans le monde, tu sais, on peut pas, on est en Amérique du Nord, là, mais dirais-tu qu'on essaie un peu d'étouffer ça avec un genre de cadre, puis on est comme... Ben, mange avec ton ustensile parce que it is what it is. T'as pas le choix de manger avec ton ustensile, mais tu sais, il peut manger avec ses mains pendant un repas, c'est pas grave, là, c'est pas la fin du monde, ben, puis surtout, il va bien vivre sa vie, tu sais. Sans dire que c'est trop, mais comme des fois, on a vu ça, on a répliqué un modèle de nos parents, tu sais, les fameuses phrases de « Finis ton assiette, sinon t'auras pas de dessert ». Tu restes assis là, tant que t'as pas fini ton assiette. C'est ça, je joue pas avec tes aliments. Tu sais, on dirait que en te parlant, on fait comme... faut faire confiance à son enfant, puis on dirait qu'on essaie avec les connaissances qu'on a, puis le modèle qu'on réplique, comme ça, on veut étouffer un peu tout ça, puis les mettre d'un moule, puis c'est comme... voici, c'est ça qui est ça. On veut les rendre autonomes, puis tu sais, comme je disais, les enfants, c'est pas des adultes en format miniature. Faut que je leur laisse le temps, faut que je laisse le temps au corps de se développer. Puis oui, c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tu sais, je veux dire, même dans les études en nutrition, là, on va étudier justement les peuples. Pourquoi est-ce que justement l'alimentation méditerranéenne, tu sais, on parle, oui, des aliments, c'est une chose, mais le comment mangent ces peuples-là aussi. Tu sais, si je vais en France, je vais en Italie, leur façon, ils prennent le temps là de s'asseoir pour prendre des repas. Fait qu'il y a pas juste le quoi, il y a tout le comment aussi. Puis ça, c'est sûr que oui, souvent, puis comme je disais, c'est que faut que je revoie mes attentes de parents. Mes attentes sont souvent irréalistes pour ce que mon enfant est capable de faire selon son développement. Puis j'ai envie de dire, c'est pas la faute du parent. Non. C'est la faute, encore une fois, faut faire ça, tu sais, à toute cette cacophonie-là. Puis c'est correct, là, je peux l'écouter. Mais ne laissez jamais ces conseils-là venir parler plus fort que votre petite voix à l'intérieur de vous. Il y a une petite voix qui vous dit souvent, là, puis c'est ça le problème, c'est qu'on perd confiance en cette petite voix-là. Moi, je pense qu'on peut s'informer, on peut mieux comprendre pour après ça se sentir plus en confiance. Puis nous, on vous dit pas quoi faire, on vous dit comment vous pouvez le faire, mais à chaque fois, comme je dis que je fais des consultations, je suis plein de nuances, je suis toute en gris, puis je le sais que souvent, on aimerait ça que ce soit noir ou blanc, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas de même. Je sais pas. Parce que ce sera pas tout le temps la même chose, puis il faut que vous voyez votre enfant dans son entièreté, puis en effet, elle a toute sa journée à garderie, sais-tu? Il y a plein de raisons pour lesquelles un enfant peut avoir plus de défis, puis ce sera pas toujours les mêmes raisons d'une fois à l'autre. Puis c'est là-dessus que moi, cette petite voix-là intérieure de vous, là,
essayez de la cultiver. Moi, la confiance, c'est ça que je veux le plus donner aux parents. La confiance, c'est vous la meilleure personne. Je vais essayer de vous accompagner pour que vous vous sentiez en confiance. Puis je vais essayer, puis je dis je vais essayer parce que je dis toujours je suis pas dans le jugement, puis peut-être que des fois sans le vouloir là, mais c'est pas du tout l'objectif, c'est pas de vous culpabiliser. On essaie le plus possible dans nos messages justement d'être le moins culpabilisant possible. On veut pas que ce soit reçu comme oh mon Dieu, c'est pas correct ce que je fais. Quand on vous donne certaines informations, c'est pour que vous compreniez mieux votre enfant, justement. Mais ça revient au fait que en Amérique du Nord, on est dans une culture, ça va vite. C'est comme, il faut que mon enfant soit autonome, il faut qu'il soit capable de faire ça, il faut qu'il mange ses fruits, faut qu'il soit, tu sais, mais l'enfant est peut-être pas prêt encore, puis il a peut-être pas, d'un point de vue développemental, toutes les capacités nécessaires pour prendre certaines décisions. Puis c'est pas juste dans l'alimentation, là, tu sais, je veux dire, si on parle des nouveaux parents, les sommeils du bébé, c'est donc important qu'ils s'endorment. C'est encore une fois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, c'est parce que c'est votre bébé, là, souvent, qui va déterminer. Puis c'est pas parce que vous êtes un mauvais parent parce que votre bébé fait pas encore ses nuits puis est rendu à 18 mois. Mais c'est peut-être que développementellement parlant, mais lui, il était pas encore rendu là puis il a peut-être encore besoin de votre accompagnement. Puis peut-être qu'à 4 ans, il va encore en avoir de besoin. Puis c'est pas votre faute de parent, c'est votre enfant. Comment je peux l'accompagner puis comment, comme je disais, je peux me sentir en confiance. Mais il y a pas de ligne de temps que là, tu sais, c'est tel moment, faut qu'il mange ça puis non, ça va se faire à son rythme. C'est votre enfant qui dirige beaucoup la danse. Ben, je dis que c'est une danse qui va apprendre à se danser ensemble. L'alimentation sensible aux besoins de l'enfant, mais comme je disais, sensible aux besoins du parent aussi, c'est super important parce qu'il faut pas que le parent s'oublie dans ce qu'il va mettre en place. Mais moi, je veux que vous vous sentiez en confiance dans ce que vous faites. Puis je peux aller chercher des informations. Puis si des fois, je reçois une information qui est un petit peu plus confrontante, allez voir pourquoi ça me confronte. Puis est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire. Parce que c'est pas vrai que tous les conseils qu'on reçoit, faut tout que je change du jour au lendemain. Non. C'est est-ce que moi, c'est un défi? Est-ce que, ben non, nous, ça se passe bien. Bon, ben, pourquoi je changerais quelque chose qui fonctionne bien? Fait que c'est ça aussi qui est important de comprendre. Si moi, je suis bien avec ce que j'ai mis en place, mon enfant semble bien aussi là-dedans, j'ai pas besoin de rien changer. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens, faut que vous fassiez ci ou fassiez ça. Mais on est là pour vous donner leur juste sur la science de l'alimentation des enfants, puis de vous faire comprendre que son développement va l'influencer. Tu sais, nous, notre préfaciente, c'est Sarah Hamel, la psychoéducatrice qu'on adore. Et quand moi, j'ai découvert Sarah Hamel, ça a été une révélation pour moi. Là. Moi, j'avais une de mes filles qui avait des gros défis de sommeil, puis on s'entend, ces défis de sommeil se sont développés quand elle était rendue à 7-8 ans. Là. Bébé, il n'y en avait pas dans le jeu, mais c'était beaucoup plus vieux. Puis on se dit, ben là, voyons, elle a 7 ans, mais là, il faut que tu apprennes à dormir tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être plus vieux? Puis là, après ça, quand j'écoutais Sarah parler, puis je me disais, mais Caroline, elle a 7 ans. Je comprends qu'elle a plus 2 ans, là. Mais elle a quand même ben juste 7 ans. Faut-tu vraiment que je dise? Ben, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être plus vieille? Tu sais, j'en ai eu des interventions qui étaient pas du tout adéquates, mais après, puis je me sentais pas bien. Pour de vrai, là, je le disais, moi, la nuit, je suis une mère de marde parce que je trouvais vraiment pas que je répondais bien aux besoins de ma fille, mais c'est ce que, moi, ça, tu sais, je veux dire, moi, j'avais le stress de je dormirais pas, je vais être fatiguée demain, là, faut qu'elle dorme. Puis là, on se dit, je vais me coucher avec, ben non, je resterai pas couchée avec elle, sinon elle ne réussira jamais à s'endormir tout seul. Fait qu'il y a tout ça qui nous joue dans la tête. Puis c'est la même chose pour l'alimentation. Oh, mais là, non, je mettrai pas ça à côté. Là, si je mets ça à côté, il apprendra jamais à manger ça. Puis là, on se sent mal. Mais au final, comme je dis, moi, quand j'ai découvert Sarah, d'un point de vue développemental, je me suis dit, ben au final, là, les nuits qu'on passait les deux, là, que tout se passait bien, là, puis qu'on dormait, c'est quand finalement, moi, j'avais l'impression que j'abandonnais puis que je lâchais prise. C'est quand j'acceptais puis je dormais avec elle. Ouais. À ce moment-là, elle avait besoin de ça. Puis là, après avoir lu Sarah, je me sentais plus mal de le faire. Je me sentais bien. Puis là, j'aurais eu besoin d'entendre ça plus tôt pour justement me sentir en confiance dans ce que je faisais parce que sinon, je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Puis comme je dis, c'est pas juste parce que je me disais c'est pas bon. À l'intérieur de moi, je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Fait que notre livre, il sert exactement à ça, que vous vous sentiez mieux, sans avoir l'impression que vous êtes en train de briser votre enfant dans l'accommodement que vous faites, parce qu'il va avoir besoin d'accommodement pour apprendre à manger. Selon, comme je dis, ses préférences, ses besoins et tout ça, il développera pas, il va pas nécessairement manger toutes les mêmes affaires que nous on mange, il va pas aimer tout ce que nous on mange non plus, mais reste quand même que ça va s'approcher de ce que nous, on a appris à manger parce que c'est à ça auquel il va être exposé là, au courant de son enfance. 100%. Puis,
J'ai rien à rajouter là-dessus. J'ai une question, par exemple. Les protéines. Oui, vas-y. Une question qui Oui, revenait... je me disais, faut que j'en parle parce que je me suis j'ai ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est ça. Parce que, bon, écoute, nous autres, on est peut-être coupables de ça un petit peu, mais avec les parents qui s'entraînent, qui font de la muscu, bien évidemment qu'on parle, bon, mais on optimise l'apport en protéines selon les Ouais, besoins de chacune. Fait que là, les parents qui sont comme, ah, ben là, faut que je mange un petit peu plus de protéines pour récupérer mon entraînement. Fine. Fait que là, évidemment, elles sont comme, ben, les protéines, c'est important aussi pour mes enfants puis leur ouais, développement. Mais j'ai vu une ouais, partie, il y a comme une courte partie dans le livre qui dit que les enfants, pour leur développement au niveau du cerveau, ont besoin de beaucoup plus de glucides que de protéines. Pas qu'ils n'ont pas besoin de protéines, parce que c'est quand même ouais, important pour leur santé, pour leur développement, mais des bons glucides de qualité, c'est super important. ouais. Fait que j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu. Puis il y a aussi des trucs que vous disiez, dans cette section-là, comment est-ce qu'on peut intégrer des protéines aux enfants de façon subtile dans Ouais, les sauces à spaghetti, dans les recettes. Tu ouais, sais, moi, un conseil que je donne avec on a de la protéine en poudre, mettons, ben tu peux rajouter ça dans tes recettes de crêpes, des recettes de muffins, ouais. tu sais, de cacher ça subtilement avec des protéines végétales. Fait que ça, c'est tous des trucs qu'on pourra discuter. Mais c'était quand j'ai fait le sondage hier sur Instagram, Ça c'était revient, trois, hein? quatre questions comme les protéines. Ouais, Mon enfant aime pas les les fruits. protéines. Ouais, Moi, ouais, je vis pas ce défi-là parce que écoute, ma fille, elle veut manger du steak le matin. Tu sais, fait qu'elle ouais. moi, je Ouais, mange ça, elle me voit faire, mais fait qu'elle aime ça, mais des fois, c'est un challenge. Le poulet rentre pas, le poisson rentre pas. ouais, Fait ouais. que, encore une fois, faut pas se sentir coupable, mais c'est quoi ton take là-dessus? Ben, écoute, là, il faut comprendre. Puis là, si je fais juste prendre les viandes avant d'embarquer dans les protéines, Ouais, là, tu sais, quand je disais tantôt normaliser certains comportements attendus, là, d'un point de ouais, vue développemental chez les 2 à 6 ans, là, les légumes vont être souvent plus, il y a plus de prudence aux légumes versus les fruits. ok, Pour les raisons que j'ai parlé plus tôt. Là. ouais, Il y a l'aspect amer, l'aspect mastication aussi ouais, versus les fruits, ça peut être plus sécuritaire. Puis moi, j'aime toujours rappeler aux parents, là, nutritionnellement parlant, c'est le même groupe. C'est les mêmes nutriments, les mêmes vitamines, il y a des mhm, fibres. Fait que, je veux dire, même si votre enfant mange plus de fruits qu'il mange de légumes, là, arrêtons de les séparer puis de il est exposé, il y en a, et moi, nous, on en mange, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, il va chercher ce qu'il va avoir de besoin, même s'il va juste vers les fruits, puis qu'il est moins souvent, ça va se développer peut-être un petit peu plus tard chez certains enfants. Encore une fois, là, tu l'as bien dit, là, pour la viande, c'est un autre groupe, ça va prendre du temps. Premièrement, parce qu'il y a un enjeu de mastication au niveau de la ah viande. oui, Puis on oublie, encore une fois, là, mais la mastication va arriver à pleine maturité entre l'âge de 4 à 8 ans. Donc, un enfant de 2-3 ans, là, manger son morceau de poulet, ça peut être très énergivore. Versus, comme j'ai aller vers son riz. Et d'un point de vue besoin nutritionnel aussi, son corps a plus besoin de glucides qu'il a besoin de protéines. Tout ça va le guider dans les choix qu'il va venir faire, mais ça se peut que comme je dis, les viandes en particulier, parce que c'est souvent ça quand on parle de protéines, il mange pas son poulet, il mange pas son steak, il touche jamais à la viande. Moi, personnellement, ça m'inquiète zéro, parce que les besoins en protéines, comme j'ai encore une fois, des enfants nés à terme et en santé, là, les besoins en protéines pour un enfant de 1 à 3 ans, là, on parle de 12 à 15 grammes de protéines par jour. ok, Il mange 2 ficellos, c'est fait. Là. Il mange plus rien de la journée, puis il a mangé, il a comblé ses besoins en protéines. Un enfant de 4 à 8 ans, on est rendu peut-être un 20 à 25 grammes. Les besoins sont très facilement comblés, même si l'enfant ne mange pas d'aliments type, comme je dis, même s'il touche pas à sa viande. Parce que quand je mange un fruit, j'ai un petit peu de protéines dans mon fruit. C'est pas des grosses quantités, mais je peux avoir 2 grammes de protéines dans une pomme. Même chose quand je mange des légumes. Si je mange ma toast le matin, des fois une toast le matin, c'est un 4 grammes de protéines. Là. J'ai pas besoin d'aller chercher un pain protéiné, un pain en particulier, même si c'est un pain blanc, il y a des protéines dedans. Donc, il y a des petites quantités un petit peu partout. À partir du moment où l'enfant mange suffisamment, là, il grandit, il grossit, il suit bien ses courbes, les protéines, puis même nous en consultation, c'est jamais un enjeu. Les enfants mangent des fois presque 2 fois plus de protéines que ce qu'il y aurait réellement, comme je disais, parce que les besoins, quand c'est à 10-15 grammes, c'est facile d'en manger 20-25, parce que souvent, il n'y a pas d'enjeu au niveau des produits laitiers. On s'entend, le lait, le fromage, le yogourt, ça peut arriver, mais habituellement, c'est des aliments qui passent très bien. en Comme je tout cas, disais, ouais. dans les féculents aussi,
Habituellement, ça passe bien, que ce soit des craquelins, que ce soit une tranche de pain, que ce soit des céréales. J'ai même pas besoin pour les enfants, là. Ça se peut que moi, pour adulte, d'ajouter de la protéine dans ma recette de crêpes, moi, pour adulte, ça fait une différence parce que c'est vrai que ma crêpe me soutient plus longtemps puis je trouve que ça répond mieux à mes besoins. Pour les enfants, c'est pas nécessaire. C'est pas dangereux de leur offrir non plus, mais c'est pas nécessaire de me dire, je vais y rajouter des protéines partout parce qu'il y en a. Non. Ça, non. Puis faites attention aussi parce que si je rajoute trop de protéines, surtout des suppléments comme ça ou de la poudre dans l'alimentation des enfants, un des enjeux de l'alimentation des jeunes enfants, c'est l'appétit. Ils n'ont pas des gros appétits, là. Puis ça va peut-être arriver à un moment donné qu'on fait, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ils viennent de manger 2 toasts. Mais après ça, il va passer 2 mois à licher sa toast le matin puis ça peut être suffisant pour lui. Les protéines, pour nous, comme adultes, ça aide, comme je disais, à être satisfait plus longtemps, avoir une satiété, donc une absence de faim entre les repas, ce qui fait que je peux faire mes journées puis j'ai pas faim à toutes les heures. Les enfants, si à un moment donné, il y a trop de protéines, ça peut augmenter les enjeux d'appétit. Fait que c'est pour ça qu'on n'ira pas vers des aliments comme je disais, qu'il y a un ajout de protéines nécessairement dedans. L'alimentation normale, diversifiée avec les différents groupes, comme le guide alimentaire, j'offre des fruits, des légumes, des féculents, des protéines. Je peux essayer les protéines végétales aussi, là. Tu sais, des fois, dire je fais une sauce à spaghetti, je rajoute des lentilles aussi, en plus de la viande hachée ou d'aller vers les légumineuses, que ce soit le tofu. Des fois, certains enfants vont préférer ces textures-là qui peuvent être un petit peu moins challengeantes en bouche aussi. Fait que ça peut être une façon aussi en végétalisant un petit peu plus l'alimentation. Pour certains enfants, ça peut être un petit peu plus facile. Les viandes, des fois, les cuissons lentes, là. Tu sais, des viandes qui s'effilochent. Tu sais, le poulet sec, comme je disais, ça peut être énergivore dans sa bouche, puis là, ça lui tente moins d'aller vers ça. Donc, il y a plein de façons, comme je disais, quand même, que nutritionnellement parlant, mais c'est normal, puis là, tu l'as dit, puis on le dit dans le livre, les enfants ont besoin de 8 à 10 fois plus de glucides qu'ils ont besoin de protéines. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que nous, comme adultes, là, en moyenne, là, j'utilise toujours, mais 50% de notre énergie de la journée, à peu près, devrait provenir des glucides. Le reste, après ça, on peut avoir comme un 15-25% pour les protéines, puis après ça, l'autre partie, c'est les gras. Mais il y a quand même à peu près toujours, là, c'est un 45 à 65, mais moi, j'utilise toujours le terme, c'est à peu près la moitié de nos calories de la journée, ça devrait être des glucides. Chez les enfants, là, c'est plus un 50 à 60% des calories qu'ils consomment dans une journée qui devraient provenir des glucides, pour la simple et bonne raison que leur cerveau est très énergivore d'un point de vue, parce que, je le disais tantôt, il est en pleine construction. Nous, notre cerveau d'adulte, dans les glucides qu'on consomme dans une journée, c'est à peu près 20 à 25% de ces glucides-là qui sont utilisés uniquement par notre cerveau pour fonctionner. C'est pour ça que souvent, on va toujours donner une quantité minimum de dire, ben là, en bas de ça, votre cerveau va peut-être commencer à moins bien fonctionner. Puis ça se peut que ça affecte votre humeur, puis que ça affecte votre énergie, puis que ça affecte... Fait qu'il y a toujours un certain minimum qu'on va conseiller de ne pas d'aller en bas. Chez les enfants, c'est entre 40 à 50% des glucides qu'ils consomment dans la journée qui est utilisé par le cerveau. Parce qu'il est en pleine transformation. Puis même chez les ados, c'est encore un 40%. Là. Donc, c'est la raison pour laquelle il va peut-être vous demander d'avoir 2 fois du riz, mais qu'il va avoir peut-être pris 2 petites bouchées de poulet ou qu'il aura peut-être même pas touché à son poulet. Puis en mangeant juste son riz puis ses cocombes, il a répondu à ses besoins en glucides, il a répondu à ses besoins en protéines, il a mangé, comme je dis, un petit peu de frais avec ses cocombes. Nutritionnellement parlant, son corps a eu ce qu'il avait besoin d'aller chercher. J'ai pas besoin, comme je disais, que chaque repas, ce soit 100% toutes mes vitamines et minéraux, là. Le corps, il vit sur un équilibre. Il va aller chercher, même si peut-être pendant 2-3 jours, il a moins mangé de fruits et de légumes, moi, je continue de les mettre au menu, ils sont là. Le corps va aller chercher ce qu'il a besoin au travers de ça. Si j'arrête d'exposer, par contre, là, éventuellement, il y a des carences qui peuvent s'installer. Si, justement, je me dis, ben, il ne mange pas, fait que là, j'y en mets plus. Ben là, c'est que l'enfant n'a pas l'occasion de le découvrir. Peut-être le découvrir avec ses yeux, de le découvrir avec ses doigts avant de le rendre dans sa bouche. Mais dans la littérature, puis ça reste une moyenne, là, on va dire qu'un enfant, ça peut prendre de 15 à 20 expositions avant qu'il accepte de manger ou même de goûter un aliment. Puis là, moi, je le dis, ça, c'est une grosse moyenne parce qu'il y a des enfants que ça va prendre 533 fois, là, avant que... Mais juste un 15 à 20 fois, tu sais, mon poulet au beurre, que je fais peut-être une fois aux 6 ou 8 semaines, pensez-y, là, je veux dire, ça peut prendre 3-4 ans avant de me rendre aux 20 fois, là, parce que je le cuisine pas toutes les semaines, puis l'objectif, c'est pas de le cuisiner toutes les semaines non plus. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui vont être beaucoup plus longues pour que l'enfant accepte. L'autre statistique qui est quand même assez révélatrice, c'est que les parents vont avoir tendance à cesser de présenter un aliment quand il a été refusé après 3 à 5 refus. Fait qu'on se rend pas à le nombre de fois minimum pour certains enfants, qui est la moyenne, comme je disais, pour que peut-être
Fait que c'est pour ça que moi, je dis, il est là, vous en mangez, vous avez du plaisir à en manger, vous le rendez disponible. Si votre enfant veut le prendre, il le prend. S'il le veut pas, le moins de commentaires possible. Ça va se faire avec le temps. Puis peut-être qu'il réussira jamais, lui, à aimer les asperges. Ça n'empêche pas le fait que vous allez en manger, vous continuez d'en manger, puis si jamais un jour il a envie lui aussi de découvrir les asperges, même si ça se passe à 22 ans, ça se passera à 22 ans. Là, prenez-le pas personnel, c'est pas parce que vos asperges étaient pas bonnes, c'est juste parce qu'il était pas prêt. Mais un jour, s'il a envie, mais c'est pas grave s'il il apprend jamais à aimer les asperges, c'est pas une moins bonne personne. Il va développer ses propres préférences, puis ça va se faire avec le temps, avec les années, puis je reviens avec, c'est jamais trop tard. Des fois, c'est à l'âge adulte que son intérêt, tout d'un coup, il va découvrir, va se mettre à aller dans les restaurants, puis il va se mettre à goûter à plein d'affaires que vous allez vous dire, ben voyons donc, toi, quand il était petit, tu sais, c'est normal, puis ça se peut. Fait que vous, votre job pendant ce temps-là, c'est d'essayer de continuer d'avoir des saines habitudes alimentaires, mais comme je disais, de rien imposer non plus à l'enfant. Ça va se faire avec le temps, puis ça prend beaucoup de patience. Oui, vraiment. Puis tu sais, c'est de la patience, de la constance, puis tu sais, c'est l'ensemble, tu sais, aussi niaiseux que des fois, j'ai souvent des commentaires comme des gens à l'âge adulte maintenant qui ont grandi puis qui avaient toujours un bol de fruits, légumes sur la table. Ben, peut-être qu'ils ils ont passé 10 ans sans en manger puis d'en pogner pour en allant dehors tout ça, whatever, là, mais ça reste que t'es tout le temps exposé à ça, ils sont là. Tu le sais que c'est un aliment qui existe puis que tu peux manger puis qui est à portée de main. Fait qu'à un moment donné, ça fait partie de la disponibilité. Ça fait son chemin puis tout ça. Fait que cool. Écoute, gros podcast, parce que on voulait vraiment parler de 3 défis, tu sais, de ce que les parents vivent, mais je pense que ça s'est comme fait... mais ça s'est fait parce que je m'étais dit, je voulais parler de l'aspect développemental, de l'aspect de l'appétit, puis de la néophobie, là, en fait, là, de la sélectivité alimentaire. Fait que, tu sais, au travers des questions, on a pas mal abordé. Puis, tu sais, le livre, l'objectif du livre, c'était ça, justement. C'est un petit peu, tu sais, puis je pense qu'on aurait pu faire un balado, tu sais, un podcast de 4 heures, là, puis discuter de ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais le livre, il est là. On l'a fait pour qu'il se lise bien aussi. On a vulgarisé la science, mais... sachez que tout ce qu'on vous propose là-dedans, c'est backé par la science. Là. Vous irez voir, mais toutes nos références. Il y a toutes les références à la fin. Il y en a vraiment beaucoup. Parce que pour nous, de un, je veux dire, on peut pas se mettre à proposer des... On est maman aussi, par contre, on a eu des défis. Comme je dis, moi-même, comme enfant, j'étais cet enfant-là. Maintenant, je me suis comme réconciliée avec ça. C'est pas quelque chose de négatif en soi. C'était pas mon identité. Puis au final, j'ai appris, maintenant que je suis adulte, je mange des aliments qui proviennent de tous les groupes. Là. Tu sais, même si j'aime pas de tout, je suis capable. Puis comme je dis, je suis un adulte aussi. Fait que maintenant, il y a des aliments, des fois, que c'est pas ce que je préfère, mais c'est correct, je suis capable de le manger. Comme je disais, votre enfant de 4 ans, lui, c'est peut-être pas ce qu'il préfère, puis il est pas capable de le manger. C'est pour ça qu'il va, des fois, se retrouver à faire des grosses réactions. C'est pas des caprices, c'est pas des... De bien comprendre le développement du cerveau, le développement cognitif, on a un chapitre complet je dis qu'on a coécrit, mais qui a été révisé par beaucoup de psychoéducatrices, des ergothérapeutes aussi. On a eu plein de professionnels qui ont relu des sections pour être certaines qu'on était bien accordés aussi, comme je disais, avec la science, avec l'état de la science aujourd'hui, en 2025, parce qu'en effet, on a peut-être grandi dans un autre environnement, puis nos parents avaient aussi notre santé à cœur, dans le sens qu'ils faisaient ce qui était recommandé à ce moment-là, là, ils ont pas mal fait, puis c'était l'état de la science à ce moment-là. Maintenant, on a des données qui sont beaucoup plus à jour, puis qui nous permettent justement de vous transférer ces informations-là, pas pour vous rajouter de la culpabilité. L'objectif, c'est de vous en enlever pour que, comme je disais, vous redonner cette expertise-là au niveau de l'alimentation de la famille puis de l'alimentation de votre enfant. Puis, écoute, moi, je suis rendu au corps de la lecture, puis c'est très, très visuel. Puis parce que c'était très important aussi d'avoir beaucoup de couleurs, de... Ouais. Tu sais, c'est comme vraiment une lecture qui est easy, là, ça se lit bien, puis c'est pas... J'en ai lu des livres, des fois, c'est comme juste de l'écriture, je suis comme... on voulait pas ça, même nous, on n'est pas capable de lire, on les achète, puis là, on commence, à un moment donné, je commence, tu sais, là, lui, c'est super important, puis tu sais, le premier, comme je dis, on a fait le 0,2 avant, c'est la même base de 0,2. On vous apprend comment un bébé apprend à manger. On vous parle du développement du bébé, le pourquoi, tu sais. Fait qu'on a tout expliqué ça, puis on n'est pas dans une approche DME rigide. On est à ce qu'on appelle un peu plus une approche mixte, une approche où le parent va justement adapter l'évolution de la découverte alimentaire. Puis c'est pour ça qu'on utilise le terme découverte alimentaire plutôt qu'introduction des solides, pour que ce soit quelque chose d'un petit peu plus plaisant. Mais c'était l'objectif du livre, on l'a dit, nous, ça prend de la couleur, on veut pas que ce soit trop
compact, on veut des illustrations, tu sais. Fait que on voulait que ce soit le plus léger à lire, puis justement là que tu sais on ça se peut qu'on s'endorme sur notre lecture parce que moi je m'endors tout le temps, mais le but c'était quand même que ce soit un petit peu plus interactif puis très visuel. Exact. Puis tu sais sérieusement là c'est une trentaine de piastres là vraiment bien investis pour les parents qui écoutent, qui sont comme j'aimerais ça justement aller plus loin suite au podcast là. C'est un investissement que tu vas rentabiliser fois 1000, fois 1 million. Ouais, surtout pour les jeunes enfants, là. Ouais, exactement. Là, je pense qu'en effet, c'est un, puis après ça, il peut se prêter à vos amis, là. Tu sais, vous allez le lire, vous allez faire, hey, tu sais, puis des fois, vous allez peut-être dire, non, je vais le garder parce que, tu sais, je veux garder. Fait que, et on l'offre en cadeau, là. Moi, je fais tout le temps ça. Des fois, j'ai des amis qui me demandent des livres. Je suis comme, non, je prête pas mes livres, mais ça me fait plaisir de te l'offrir puis de l'acheter. Mais c'est ça. C'était notre objectif, c'est que ça devienne justement un livre aussi où on peut retourner selon le défi, parce que ça se peut que là, il y en a qui se disent, tout va bien, puis à un moment donné, on sait jamais quand est-ce qu'on frappe le mur. Fait que puis c'est normal, comme je dis, comme tout le reste du développement de mon enfant, c'est normal qu'il puisse y avoir des périodes où ça peut être un petit peu plus difficile. Fait que oui, je pense qu'en effet, c'est un outil supplémentaire pour le parent pour mieux comprendre puis se sentir plus en confiance dans comment il va accompagner son enfant. Vraiment, puis ça revient un peu avec tout un peu le why, pourquoi tu as décidé, je suppose là, que pourquoi vous avez décidé de toucher cette niche-là, c'est que c'est tellement important, puis je trouve que l'alimentation, ça va tellement vite dans la vie, puis il y a tellement d'enjeux qui arrivent dans les prochaines années pour la future génération, tu sais, des enjeux économiques, environnementaux et tout ça, puis d'apprendre à bien manger puis de prendre soin de sa santé, je trouve que ça reste une priorité, puis on le voit là de où est-ce que ça s'en va avec les maladies chroniques qui augmentent, l'obésité chez les jeunes aussi, que c'est pas des belles stats là, à ce qu'on voit là. Fait que c'est sûr que là j'embarquerai pas trop, mais tu sais, il faut comprendre que l'alimentation c'est un enjeu dans ça, mais oui. La société, la société a beaucoup économiquement changé. parlant, exactement, c'est ça. C'est pas tu le disais d'entrée de jeu aussi, il y a pas c'est pas tous les enfants qui naissent dans des familles capables de fait que c'est un phénomène qu'il y a tellement d'angles qu'on pourrait regarder, qu'on n'a pas vraiment la réponse à tout ça, puis c'est très qu'on n'a pas toujours le contrôle. Ouais, c'est ça, puis qu'on n'a pas toujours le contrôle. Les habitudes, tu sais, les habitudes de vie, là, justement, d'apprendre à mon enfant à bouger dans le plaisir, à découvrir les habitudes. C'est pour ça que nous, on parle toujours dans le plaisir. Puis là, je reviens avec pour les enfants neurotypiques, là, parce que pour ceux neurodivergents, c'est d'autres enjeux, puis le plaisir sera pas tout le temps là, c'est pas réaliste de l'avoir non plus, puis c'est correct, là. Mais pour un enfant neurotypique, on est dans de la découverte. Comme je disais, faut que, tu sais, le but, c'est de lui donner envie, une fois adulte, de maintenir ou de développer et de pas juste, comme je disais, être dans de l'enseignement, puis c'est important, il faut qu'on bouge. Puis, tu sais, je veux dire, l'enfant de 5 ans, il dire que ça va lui permettre de pas avoir de diabète quand il va être vieux, puis c'est important parce que grand-maman Ginette a fait du diabète, il faut qu'on fasse attention. C'est pas ça qui va faire qu'il va choisir ça ou il va aller bouger. Tu sais, je veux dire, faut qu'il y ait du plaisir, on est dans de la découverte, on va découvrir des activités qui font bouger notre corps. Comme parent, je peux gérer le temps d'écran, tu sais, sans, comme je dis, être dans il y a pas d'écran du tout, c'est de trouver, encore une fois, un juste milieu là-dedans aussi, mais pour se sentir bien puis permettre que nos enfants d'aujourd'hui puissent développer, parce que comme je dis, c'est un développement, là, ils pourront pas nécessairement les avoir là maintenant, mais je veux leur donner envie de développer, de prendre, parce que les saines habitudes de vie, là, c'est avoir envie de prendre soin de soi. Tu sais, je veux dire, si je me couche plus tôt puis je prends, tu sais, je m'assure que j'ai un bon sommeil, c'est pour, tu sais, je veux dire, c'est une habitude de vie, parce que ça me fait bien, ça me fait du bien, pas juste parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je dorme de telle heure à telle heure. Même chose quand je veux apprendre à mieux manger, je vais apprendre à écouter mon corps, je vais apprendre à écouter mes besoins. Mais des fois, mes besoins, c'est de manger un biscuit, puis d'autres fois, mon besoin, c'est de manger ma crêpe avec une source de protéines, parce que là, ce matin, fait que c'est tout ça aussi qu'on veut accompagner l'enfant là-dedans pour qu'il devienne l'expert de son alimentation. Puis comme je dis, quand il mange ses fruits et ses légumes, parce qu'il a du plaisir à les manger, puis il sait que ça va lui faire du bien, puis c'est ça qui va répondre à son besoin-là. Pas parce qu'on lui a répété toute sa vie que c'est un don important qu'il mange des fruits et des légumes. Il les mange, mais il y a pas, tu sais, je veux dire, il a jamais compris le pourquoi derrière, puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça fera peut-être plus, dès qu'il va pouvoir avoir le pouvoir de ses choix, enfin, j'ai plus personne qui m'achale avec ça, là, je peux manger ce que je veux. J'ai envie que la journée où ils se disent, hey, je peux prendre mes décisions alimentaires,
il ait envie de continuer puis d'avoir ça parce qu'il a compris que ça lui faisait du bien. Exact. Pour ça que je dis, faut se ramener à l'intérieur de nous, puis même nous comme adultes, oui, c'est vrai, c'est important de manger des fruits et des légumes. Pourquoi c'est difficile pour moi de manger pourquoi c'est d'essayer d'aller comprendre, puis comme je disais, de trouver une façon. Ah, ben moi, je les aime comme ça. Puis là, tu vois, si je rajoutais ça, là, tu sais, ça fait du sens pour moi. Tu sais, comme je disais, c'est moi, là. Puis c'est ça qui est difficile des fois comme travail, parce que quand on va voir un professionnel de la santé, puis des fois que ce soit un entraîneur, qu'est-ce qu'il faut que je veux dire, dis-moi quoi faire, là, fais-moi un plan. Ben, attends un peu, là, tu sais, puis l'entraînement, c'est une chose, là, oui, ça prend un plan d'entraînement, mais pour l'alimentation, là, personnellement, nous, il y en a des nutritionnistes qui vont le faire, mais, tu sais, moi, je le dis toujours, je fais pas de menu, là. Je veux dire, vous avez vos habitudes alimentaires, moi, je vous fais pas de menu, j'ai jamais voulu faire de menu parce que c'est pas réaliste, ce sera pas, moi, je veux partir de ce que vous faites, vous, puis comment est-ce qu'on peut ajuster des choses, mais faut que ça vienne de vous, faut que ça vienne du parent, faut pas que ce soit juste nous comme professionnels qui vous dit quoi faire, faut que vous compreniez le pourquoi vous le faites, c'est ça qui va faire que vous allez le maintenir dans vos habitudes, puis des fois c'est par la simplicité, tu sais, au lieu de se dire il va falloir que je fasse ça, tu sais, mais pourquoi je le fais, puis en quoi est-ce que ça a simplifié ma vie, puis des fois on fait écoute, je l'ai essayé, puis non, ça marche pas, mais j'ai pensé à d'autres choses, puis je pense que, fait qu'il faut que le parent soit impliqué aussi là-dedans, puis des fois les solutions, bien en fait souvent les solutions vont venir de lui. Moi souvent le parent après une consultation va faire mais tu vois quand t'as dit ça, puis là je pense que je vais essayer ça, je pense que ça fonctionnerait. Fait que c'est pas tout ce que je vais lui dire, mais il y a des choses qui vont comme ça là de façon ça je pense qu'avec mon enfant ça je vais l'essayer. Puis c'est ça comme je dis, je veux vous redonner on le dit dans le livre là, le empowerment là, tu sais c'est vous là. T'sais, on veut que vous ayez ce sentiment-là de confiance, que vous faites les bonnes choses, puis c'est du essai-erreur, là. C'est pas parfait, il y a pas de perfection comme parent, mais c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait, ça répond à mes besoins. Je pense que ça répond bien aux besoins de l'enfant, puis comme je dis, cette expertise-là va continuer de s'affiner pendant toute son enfance, mais de pas se juger par les choix alimentaires de nos enfants ou parce que on offre à nos parents. Des fois, ça se peut que ce soir, on a commandé de la nourriture, c'était la meilleure façon qu'on ait une connexion, parce que moi, j'étais brûlée de ma journée, puis c'était ça ce soir. Est-ce que c'est toujours ça? Non. Est-ce que je suis un moins mauvais parent parce qu'à ce soir, j'ai commandé au lieu de faire le souper que j'avais prévu? Pas du tout. Vous avez répondu aux besoins de la famille, à votre besoin à vous, puis ça vous a permis peut-être justement de pouvoir être connecté pendant le souper parce que ça vous a enlevé ce temps-là de repas. Fait que c'est pour ça que les aliments, c'est une chose, mais tout le comment autour de l'alimentation, faut pas l'oublier, là. C'est super important aussi, sinon plus important. C'est pour ça quand on dit nourrir, c'est beaucoup plus qu'offrir des aliments, c'est nourrir une connexion, c'est nourrir l'amour, nourrir le lien d'attachement. Tu l'avais le graphique dans le livre au début, je pense. Ouais, on en parle parce que nous, on a beaucoup changé notre vision de l'alimentation parce que, comme je disais, nourrir, c'est beaucoup plus grand que juste offrir comment votre lien d'attachement avec votre enfant, comment ça influence aussi son alimentation, ce qu'il va décider de manger. Fait qu'on explique tout ça, mais c'est important de comprendre que notre comment est aussi, sinon plus important des fois que le quoi. Puis on a beaucoup d'informations sur comme je disais, il y a pas personne qui sait pas c'est quoi les recommandations alimentaires. Mais après ça, comment je le mets en application, puis comment justement je peux accompagner mon enfant. Ça, je pense que il y aurait avantage à des fois peut-être un petit peu plus mettre notre énergie là-dedans, parce que je pense que ça nous permettrait de se sentir encore plus en pouvoir, en contrôle d'une certaine façon comme parents. Là. Puis c'est ce qu'on a voulu faire avec le livre. Tu regardes dans différentes cultures là, comme qu'il y a des places qu'il y a des gens qui vivent très longtemps, les blue zones là. Écoute, des fois c'était un peu remis en question ces fameuses blue zones là, mais il y a des cultures puis il y a des places dans le monde que c'est quoi le secret là, pourquoi vous êtes vous vivez bien comme ça, vous vivez longtemps tout ça, puis c'était comme y a-tu un aliment miracle que vous avez dans votre île pas loin du Japon qui fait en sorte que vous avez une patate douce fois, bleue. Puis souvent, ils vont aller... puis souvent, tu sais, ils vont... Bon, qu'est-ce qu'ils mangent? Mais comme je disais, quand on les écoute comme il faut, parce que moi, je me souviens, j'avais déjà écouté un reportage, puis je pense que c'était dans une ville en Italie, là. Puis je me souviens parce que je me disais... Tu sais, quand ils en parlaient, là, souvent, c'était des messieurs. De souvenir, j'ai plus souvenir que c'était des messieurs plus âgés qui parlaient. Puis
bon, il mangeait, là, tu sais, je veux dire, il prenait le plaisir, mais il y avait beaucoup, on mange toujours ensemble, tu sais, puis des fois, c'était des groupes, c'était pas nécessairement des familles, mais l'aspect social était là aussi, était super important. Fait que moi, c'était là aussi que je me disais, mais tu sais, il mange ses charcuteries à tous les jours, ce monsieur-là, là, puis il boit son petit verre de vin, c'est ça, exactement. Il fume, mais c'est fou pareil. Mais le comment. Fait que c'est pour ça que c'est de se dire, je peux pas juste prendre une affaire, juste prendre l'activité physique, juste prendre l'alimentation, juste, faut vraiment que je le vois. Puis comme je disais, l'alimentation, c'est vraiment un moment puis des occasions pour connecter avec nos enfants. Puis quand ils sont jeunes comme ça solidifie, ça nourrit votre lien d'attachement. Puis ça, c'est tellement important pour tout le développement de son cerveau, fait que c'est de se dire, ben, je peux aussi profiter des moments, au lieu de voir les moments de repas comme, encore une collation, faut que je prépare, d'essayer de changer un peu, puis je comprends, là, qu'il y a des soirs comme on arrive, encore, mais d'essayer de se dire, hey, là, le 10 minutes qu'on va être assis, là, j'essaie d'en profiter. Tu sais, de juste profiter de mes enfants, même si, comme je dis, des fois, ça peut être plus difficile, mais, puis je reviens, neurotypique, bien entendu. Mais est-ce que je peux essayer de profiter du moment puis d'essayer de juste micromanager le nombre de bouchées, puis let's go, faut que tout le monde mange, là, faut aller prendre le bain, tu sais, quand tout va vite à un moment donné, fait que même pour nous, de retrouver ce plaisir-là, parce que vous allez voir, plus les enfants vieillissent, plus vous allez les trouver importants. Des fois, c'est votre seul moment, justement. Dans la journée, là, ils étaient avec leurs amis, ils étaient en train d'écouter leurs affaires, puis on se retrouve. Là, c'est on a été assis 20 minutes, 25 minutes peut-être, mais c'est notre moment où on s'est retrouvés. Puis après ça, tout le monde est prêt à repartir à faire ses activités, puis ça fait du bien à tout le monde, puis on se sent pas mal de retourner travailler ou j'ai eu le temps de moi aussi nourrir mon besoin de connexion avec mes enfants. Fait que c'est pas tant le temps. Ça aussi, on l'entend souvent, c'est pas le nombre de minutes que vous passez, mais la qualité. Mais voyez les occasions. Puis là, je dis repas, des fois, c'est des collations. Des fois, c'est juste de prendre le temps. Je me suis assis avec mon enfant, on a pris le temps de prendre une collation. Fait qu'encore une fois, ce sera pas toutes les occasions que j'ai le temps. Mais est-ce que je suis capable, des petits moments par ici et là, d'avoir ce moment-là puis de profiter, justement? Vous allez voir, ça peut changer complètement l'attitude de votre enfant parce que moi, je suis plus disponible, puis juste ça, votre enfant, c'est des éponges, ils le sentent, ça les met dans des états qui sont plus favorables, puis des fois, ben, ça peut être une motivation ou la petite étincelle que ça prenait pour qu'il essaye quelque chose de nouveau. Peut-être pas, c'est pas mon objectif, là. Ça, c'est important, c'est pas parce que je vais m'asseoir avec, ça va l'aider à manger sa collation. Non. Je vais m'asseoir avec pour profiter, puis tu sais, d'avoir ce petit peut-être 5-10 minutes-là avec mon enfant. Pour moi aussi, comme parent, ça me fait du bien. Dans la vie, des fois, on a l'impression qu'on est juste en train d'essayer de gérer ce qui se passe puis qui va vite. Ça peut faire du bien à nous aussi, puis nous aussi, ça vient nourrir un besoin d'attachement super important avec nos enfants. Ben, c'est même la même genre de connexion que tu vas avoir avec ton chum, ta blonde. Tu sais, nous autres, des fois, comme on va souper au restaurant, là, c'est comme, pour avoir une connexion, on est juste nos deux, puis comme, on a besoin de ça, tu sais, fait que... C'est ça. Puis j'ai pas besoin, comme je dis, d'en avoir 28 fois par mois, là. Ça se peut que ça se mette d'avoir ces petits moments-là, ça recharge nos batteries, ça recharge... Puis ces moments-là permettent qu'après ça, on est aligné, puis que, on se sent bien dans tout ça. Fait que c'est de trouver c'est quoi le besoin, mais de les voir au-delà de juste faut que tout le monde mange, c'est de revoir un petit peu puis c'est de dire regarde, c'est notre moment, on est tous ensemble. Puis en même temps, ben c'est aussi le moment, tu sais, le repas devient un prétexte pour être ensemble plutôt que tu sais, il faut que tu manges puis que l'aspect moment en famille est moins mis de l'avant. La qualité est super importante parce que moi, c'est de quoi qui me fait tout le temps, qui me frappe tout le temps, c'est que comme plus ça va, ben, c'est sûr que quand t'es jeune, tu vois moins un peu ça comme ça, là, quand ton enfant est plus jeune, mais à un moment donné, à 18 ans, tu manges moins souvent avec ton enfant qu'à 14, puis après ça, à 25, puis là, à 35, c'est rendu une fois par 2 semaines. Fait que là, tu sais, ça change, là, fait que c'est pour ça que c'est important d'en profiter. C'est quoi les prochains projets? Y a-t-il un livre qui va être comment nourrir son enfant de 6 à 18 ans ou ben c'est pas... écoute, ça fait partie des objectifs de continuer. Par contre, là, on a eu 2 en 2 ans, là, fait que là, on prend une petite pause. Puis on regarde un petit peu aussi peut-être vers quoi on a envie d'enligner ça là, pour les plus vieux. Il y a d'autres défis, il y a d'autres enjeux
jeu. Fait qu'on est en train un petit peu de voir les possibilités. Fait qu'on s'est pas rien imposé. On n'a pas signé aucun contrat encore, justement, en se disant, là, on va laisser notre tête aller. Ça a été beaucoup, là, quand même, les 2 dernières années avec, on s'en rend pas compte, mais après ça, on est comme, c'est parce que ça fait comme presque 3 ans, là, qu'on est toujours dans de la rédaction de livres. Puis la rédaction de livres, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de, tu sais, pour pouvoir écrire ça. Fait que ça fait partie des objectifs. Par contre, je sais pas quand est-ce que ça va sortir, puis je sais pas non plus, comme je dis, quelle langue ça va prendre exactement. Mais en attendant, on continue, comme je disais, de travailler là, sur un peu le développement de webinaires ou de conférences, là, que ce soit des professionnels de la santé, des parents, via un peu basé sur nos 2 livres, justement. Fait que ça, c'est des services qu'on offre. Il y a toujours des services de consultation. Puis on a aussi dans l'objectif on a un balado, nous aussi, là, qu'on avait parti, en fait, en septembre 2021, qui s'appelle l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, que vous pouvez retrouver là, sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, on a je pense qu'on a jusqu'à l'hiver 2023. On a comme eu des épisodes pendant 2 ans qui sont encore d'actualité, mais reste que on aimerait reprendre aussi là, au lieu de retourner dans un livre, parce que c'est ça qui nous a emmené vers l'écriture du livre. Moi puis Cosette, on s'est découvert pendant la pandémie via les réseaux sociaux. On s'est connus comme ça. On s'est rencontrés la première fois, ça devait faire 2 ans qu'on travaille ensemble. On s'est jamais vu en vrai, juste en ordinateur. Elle étant sur la rive nord de Montréal, moi sur la rive sud. C'est pas toujours propice de se voir. Et on a eu à un moment donné, hey, pourquoi on partirait pas un balado? Parce qu'on écoutait beaucoup toutes les deux, mais il y avait juste des trucs en anglais pour l'alimentation des enfants. Fait qu'on s'est dit, ce serait le fun de partir quelque chose en français. Fait qu'on a parti ça. Puis, maintenant, on a dit, ben là, ce serait le fun, le livre, on dirait. Il me semble que là, on serait rendu là, le livre, là. Fait que c'est ce qui nous a amené vers ça, justement, le balado, qu'on s'est dit, mais là, parce qu'on aime beaucoup les livres, puis on se disait, il semble que, tu sais, ça va un petit peu plus loin que juste le balado, mais on voulait un petit peu avoir dans tous les créneaux. Tu sais, pour le parent qui a peut-être moins le temps de lire, ben on a les épisodes, mettez ça dans vos oreilles pendant que vous pouvez le brasser, pendant que vous en allez au travail. On donne quand même, là, ça explique un petit peu tout ce qu'on dit. Ceux qui ont envie de lire, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, ben on a le livre. Puis comme je disais, après ça, ben il y a toujours moyen d'aller plus loin, plus personnalisé avec les consultations personnelles. Parfait. Bon, écoute, de toute manière, je vais mettre tous les liens là, pour que les gens puissent vous rejoindre. Fait que fini le stress à la table et le premier livre qui est, tu vas me le Les petits mangeurs intuitifs. OK, parfait. Fait que ça aussi, on peut trouver ça dans n'importe quelle librairie. Dans les librairies, pharmacie, oui, exactement. Amazon, sur notre boutique en ligne aussi. Amazon là. aussi? Oui, sur Amazon aussi. Ouais. Parfait. Fait que ça va être disponible partout. Puis merci à toi, Mélissa, d'avoir pris le temps aujourd'hui. C'est bien apprécié. Hey, ça m'a fait bien plaisir. aimé ça. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, en fait, on peut m'écrire à moi, au pire, j'en passerai le message ou peut-être sur les réseaux sociaux. Ils peuvent m'écrire directement via les réseaux sociaux aussi. Là. C'est sûr que je donne pas de tu sais, quand c'est des petites questions ponctuelles, je peux vous diriger vers le bon service. On n'offre pas des conseils nutritionnels en privé, mais comme je dis, des fois, quand même, il y a des petites questions, fait qu'on peut répondre, puis des fois, aller après ça, vous proposer qu'est-ce qui pourrait mieux répondre à vos besoins. Bon, ben c'est super. Fait que merci encore une fois, puis merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. On laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube, puis on partage l'épisode peut-être avec un parent qui ça pourrait peut-être répondre à ses questions, puis l'aider dans ses challenges de parents de nourrir son enfant adéquatement. Fait qu'on partage l'épisode, puis nous autres, on se dit à la semaine prochaine.